Il y a 7 ans, Evan Hart avait posé à Amara Cole un ultimatum qui lui avait brisé le cœur. « Débarrasse-toi de ce bébé, ou c'est fini entre nous. » Elle avait choisi son enfant, et il était parti sans un regard en arrière. Mais le destin avait un sens de l'humour cruel, car un samedi après-midi, bondé dans un grand centre commercial, leur fils de 6 ans rendrait innocemment les clés perdues d'un inconnu et chuchoterait le seul mot qui mettrait Evan à genoux. « Papa !» Ce qu'Amara ignorait, c'est qu'Evan avait bien tenté de la rappeler ce même soir, 7 ans plus tôt, implorant son pardon dans un message vocal qu'elle n'avait jamais reçu. Maintenant, alors que 3 paires d'yeux bleus identiques se fixaient de part et d'autre de la fontaine du centre commercial, l'homme qui avait autrefois exigé qu'elle efface l'existence de leur fils devrait prouver qu'il méritait une place dans la belle vie qu'elle avait bâtie avec son fils. Le centre commercial était bruyant ce samedi après-midi. Les enfants couraient entre les boutiques, tandis que leurs parents tentaient de les suivre. L'odeur des gaufres chaudes se mêlait à celle des chaussures neuves des étalages. Amara Cole remonta la sangle de son sac à main sur son épaule et regarda son fils de 6 ans sautiller sur la pointe des pieds. « On peut avoir une glace après ?» demanda Mika pour la 3e fois. « Peut être, » répondit-elle. La même réponse que les 2 fois précédentes. Sa voix était chaleureuse mais fatiguée. Travailler toute la semaine comme assistante dentaire l'épuisait, mais les week-ends appartenaient à Mika, toujours. Ils sortirent du magasin de chaussures avec un petit sac, de nouvelles baskets pour l'école. Mika en avait besoin, même si son budget était serré. Elle était douée pour s'en sortir. Elle devait l'être. « Regarde, maman !» Mika désigna quelque chose par terre près de la fontaine. Un trousseau de clés de voiture avec un petit chien en métal attaché. Quelqu'un a fait tomber ses clés. Avant qu'Amara ne puisse l'arrêter, Mika courut vers les clés. Son cœur fit un bond. Le centre commercial était bondé, et elle détestait le perdre de vue, même une seconde. « Mika, attends !» Mais ils ramassaient déjà les clés, cherchant leur propriétaire du regard. Un homme se tenait près de la fontaine, tapotant ses poches d'un air inquiet. Il était grand, avec des cheveux châtains clairs, et portait une chemise de travail bleue maculée de taches de peinture sur les manches. « Celles-ci sont à vous ?» demanda Mika, levant les clés. L'homme se retourna. Ses yeux étaient d'un bleu vif, et quand il sourit, des rides se formèrent au coin. Il semblait surpris mais reconnaissant. « Oui, merci beaucoup. » Il s'accroupit à la hauteur de Mika. « Tu viens de me sauver une très mauvaise journée. » Mika rayonna. Il adorait aider les gens. Depuis toujours. « De rien, » dit Mika. Puis il pencha la tête, étudiant le visage de l'homme. Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la reconnaissance peut être, ou juste de la curiosité. « Vous ressemblez à... » commença Mika. Puis il fit une pause. « Vous êtes le papa de quelqu'un ?» La question resta en suspens. Innocente, simple, mais elle frappa comme un coup de poing. Amara s'était rapprochée, prête à remercier l'inconnu et à emmener Mika. Mais quand elle entendit ce mot « papa », ses pieds s'arrêtèrent. Quand elle vit clairement le visage de l'homme, son sang se glaça. Evan Hart. L'homme qui était parti de sa vie 7 ans auparavant avec un ultimatum qui résonnait encore dans ses cauchemars. « Débarrasse-toi de ce bébé ou c'est fini entre nous. » Leurs regards se croisèrent à travers les quelques mètres qui les séparaient. Le temps se replia sur lui-même. Elle avait à nouveau 21 ans, debout dans leur petit appartement, un test de grossesse positif dans ses mains tremblantes. Elle le revoyait arpenter la cuisine, passant ses mains dans ses cheveux, prononçant des mots qui lui coupaient le cœur en deux. « Débarrasse-t'en, Amara. Nous ne sommes pas prêts. » « Je ne suis pas prêt. » Elle avait choisi son bébé. Il avait choisi de partir. Maintenant, Mika se tenait entre eux, tenant toujours les clés de voiture, regardant d'un adulte à l'autre. Le bruit du centre commercial semblait s'estomper. « Papa ?» répéta Mika, plus doucement cette fois. La ressemblance était là. N'importe qui pouvait la voir. Les mêmes yeux bleus, le même menton carré, la même façon de pencher la tête en réfléchissant. La bouche d'Evan s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Son visage était devenu pâle. Ses mains tremblaient lorsqu'il prit les clés de Mika. « Merci » murmura finalement Evan à Mika, la voix rauque. Amara retrouva ses forces. Elle s'avança et posa une main douce sur l'épaule de Mika. « Viens, mon chéri, il faut qu'on y aille. » Elle garda une voix calme et égale. Mika n'avait pas besoin de voir sa panique, n'avait pas besoin de savoir que son simple acte de gentillesse venait de bouleverser son monde. « Merci d'avoir rendu les clés, » dit-elle à Evan. Polie, distante, comme s'il était un parfait inconnu. Mais ce n'était pas un inconnu,
C'était le père de Mika, un père qui n'avait jamais voulu que son fils existe. Amara. Son nom tomba de ses lèvres comme une prière. « Attends, s'il te plaît. » Elle s'éloignait déjà, la petite main de Mika chaude dans la sienne. Elle sentait les yeux d'Evan sur son dos, mais elle ne se retourna pas. Elle ne pouvait pas se retourner. « Maman, c'était qui ?» demanda Mika alors qu'ils atteignaient le parking. « Juste un homme gentil qui avait perdu ses clés, » dit-elle. Sa voix resta ferme malgré les battements accélérés de son cœur. « Tu as bien fait de l'aider. » Ils montèrent dans sa voiture, une Honda de 10 ans avec une petite bosse sur la portière passager. Amara serra le volant et tenta de respirer. Ses mains tremblaient si fort qu'elle ne parvenait pas à insérer la clé dans le contact. À travers le pare-brise, elle pouvait voir l'entrée du centre commercial. Evan s'y tenait, observant. Il semblait perdu, brisé. Rien à voir avec le jeune homme en colère qui avait claqué la porte de sa vie. Mais peu importait son apparence maintenant. Ce qui comptait, c'était de protéger Mika, de protéger la vie qu'elle avait bâtie pour eux. Une bonne vie, une vie sûre. Elle réussit enfin à démarrer la voiture et quitta le parking. Dans son rétroviseur, elle regarda Evan devenir de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Mais le mal était fait. La paix minutieuse qu'elle avait construite autour de son cœur se fissurait. Ce soir-là, Evan était assis dans son petit appartement, fixant une tasse de café refroidie depuis des heures. Son téléphone était posé sur la table à côté de lui. Il l'avait pris une douzaine de fois, puis l'avait reposé. La chose raisonnable serait de laisser tomber, de faire comme si la rencontre au centre commercial n'avait jamais eu lieu, de retourner à sa vie tranquille et de laisser Amara seule. Mais il ne pouvait s'empêcher de revoir le visage de Mika, ne pouvait s'empêcher d'entendre ce mot. Papa, il avait un fils qu'il avait abandonné avant même sa naissance. Ses mains se serrèrent en poing. La honte lui brûlait la poitrine comme de l'acide. Pendant 7 ans, il s'était dit qu'il avait fait le seul choix possible. Il avait eu 23 ans, fauché et terrorisé. Il n'était pas prêt à être père. Mais en regardant Mika aujourd'hui, en voyant ses yeux bleus vifs et ce sourire facile, Evan connaissait la vérité. Prêt ou non, il avait été un père dès l'instant où Amara lui avait annoncé sa grossesse. Il avait juste choisi de fuir au lieu de rester. L'appartement était trop silencieux, trop petit. Il avait besoin de parler à quelqu'un avant de faire quelque chose de stupide, comme se présenter à la porte d'Amara avec des excuses qu'elle ne voudrait pas entendre. Il prit son téléphone et composa un numéro. « Louis? Evan ?» La voix de son mentor était chaleureuse mais surprise. « Il est tard, mon garçon. Tout va bien? »« Ante Vito, San de tout. » Luis Ramos était le chef de chantier d'Evan depuis 3 ans. Plus que cela, il était devenu la figure paternelle qu'Evan n'avait jamais eue en grandissant. Quand Evan avait commencé à travailler dans la construction après le lycée, Luis l'avait pris sous son aile. Il lui avait appris le métier, il lui avait appris la vie. « J'ai besoin de conseils, » dit Evan. « J'ai fait une grosse erreur il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est revenu me hanter. » Luis resta silencieux un instant. « Tu veux venir? Maria prépare le café. »« Non, j'ai juste besoin de parler. »« Alors, parle. »« Ina no pois œuf. » Les mots sortirent en un flot continu. Toute l'histoire, la grossesse, l'ultimatum, les années de regret, la rencontre fortuite au centre commercial, le fils qui lui ressemblait tant. Luis écouta sans jugement. Il était doué pour ça. « Que veux-tu faire ?» demanda Luis quand Evan eut terminé. « Je veux réparer ça, mais je ne sais pas si c'est réparable. »« Tout peut être réparé si tu es prêt à faire le travail, » dit Luis. « La question est, es-tu le même gamin effrayé qui s'est enfui, ou es-tu l'homme que tu es devenu ?» Evan pensa aux 7 dernières années. La thérapie qu'il avait commencée lorsque les crises de panique l'empêchaient de travailler. Les nuits où il avait choisi de rester chez lui au lieu de noyer ses problèmes dans l'alcool. La routine stable qu'il avait construite. Sa façon de se présenter au travail chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il vente. « Je suis différent, » dit-il. « Mais elle ne le sait pas. Pourquoi me croirait-elle ?»« Tu ne la fais croire à rien, » dit Luis. « Tu le lui montres, jour après jour, semaine après semaine. Tu le prouves par tes actions. Et si elle ne me laisse pas faire, c'est son droit. Tu as fait un choix il y a 7 ans. Maintenant, c'est à elle de faire le sien. » Ils parlèrent pendant une autre heure. Luis ne lui dit pas quoi faire. Il l'aida juste à y réfléchir. C'est ce que faisaient les bons mentors. Après avoir raccroché, Evan s'assit à sa petite table de cuisine et sortit un morceau de papier. Il n'était pas doué avec les mots, mais c'était trop important pour se rater. Il écrivit lentement,
barrant des lignes et recommençant. Amara, je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Je le sais, mais je le fais quand même, car j'ai besoin que tu saches que l'homme que tu as vu aujourd'hui n'est pas la même personne qui est parti il y a 7 ans. J'avais tort. Pas seulement tort, j'étais cruel. J'étais effrayé et jeune, et je pensais que fuir ferait disparaître la peur. Ça n'a pas marché, ça n'a fait qu'empirer les choses. J'ai suivi une thérapie pendant 4 ans. Je ne bois plus. Je me présente au travail tous les jours, et j'essaie d'être le genre de personne sur qui on peut compter. Je ne te dis pas ça pour me trouver des excuses. Il n'y a pas d'excuses pour ce que j'ai fait. Je te le dis parce que j'ai besoin que tu saches que j'ai changé. Je ne demande pas à faire partie de ta vie, ni de celle de Mika. Mais si tu voulais bien me rencontrer pour un café, juste une fois, j'aimerais avoir la chance de m'excuser comme j'aurais dû le faire il y a 7 ans, de dire que je suis désolé et de le penser sincèrement. Si tu dis non, je comprendrai. Si tu dis oui, je te rencontrerai. N'importe où tu te sentiras en sécurité. Ton choix, tes règles. Je ne te contacterai plus, sauf si tu le souhaites. Evan. Il le lut 3 fois, puis le plia soigneusement. Son camion démarra au second essai, un miracle pour un véhicule affichant 320 000 km au compteur. Il roula jusqu'au bistrot du port, l'endroit où Amara allait souvent manger tard le soir quand ils étaient jeunes. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Peu, être y allait-elle encore. Le bistrot était animé pour un samedi soir. Familles, couples en rendez-vous galants, adolescents partageant des frites, des gens normaux vivant des vies normales. Pas des gens essayant de réparer des erreurs vieilles de 7 ans. Il s'approcha du comptoir où un adolescent aux cheveux violets prenait les commandes. « Salut, dit-il. J'ai une lettre pour quelqu'un qui pourrait passer plus tard. Amara Cole, pourriez-vous la lui garder ?» L'adolescent haussa les épaules. « Bien sûr. Nom de famille ? Cole. C-O-L-E. Compris. » Evan rentra chez lui, les mains fermes sur le volant. Il avait fait ce qu'il pouvait. Le reste appartenait à Amara. Il était presque minuit quand Amara se gara sur le parking du bistrot du port. Elle était épuisée. La semaine au cabinet dentaire du docteur Patterson avait été longue, et la virée au centre commercial de la journée avait drainé le peu d'énergie qui lui restait. Mais Mika était chez sa sœur Nadia pour la nuit, un luxe rare, et Amara était trop agitée pour dormir après avoir revu Evan. Il lui fallait un plat réconfortant et quelques minutes pour réfléchir. Le bistrot avait le même aspect qu'il y a 7 ans, banquettes en sky rouge et carrelage à damier noir et blanc, l'odeur du café et du bacon. C'était autrefois leur endroit, le sien et celui d'Evan. Ils venaient ici après le cinéma, partageant des milkshakes et parlant de l'avenir comme s'ils avaient tout le temps du monde pour le construire. Elle commanda son habituel, un croque-monsieur et une soupe de tomates à emporter. Le caissier aux cheveux violets lui tendit le sac, puis fit une pause. « Vous êtes Amara Cole ?» Amara sentit son estomac se nouer. « Oui, quelqu'un vous a laissé ça. » L'adolescent lui tendit une enveloppe blanche avec son nom écrit dessus d'une écriture familière. Les mains d'Amara tremblaient de nouveau alors qu'elle marchait vers sa voiture. Elle s'assit sur le siège conducteur, moteur éteint, la lettre sur ses genoux. Une partie d'elle voulait la jeter sans la lire. Une autre partie mourait d'envie de savoir ce qu'il avait écrit. La curiosité l'emporta. Elle déchira l'enveloppe et lut à la lumière des lampadaires du parking. Chaque mot la frappa comme une petite pierre. La thérapie, la sobriété, la persévérance, les excuses qu'elle avait eu besoin d'entendre pendant 7 ans. Mais les excuses n'étaient que des mots. Elle l'avait appris à ses dépens. Son téléphone vibra, annonçant un message. Elle le saisit, reconnaissante de la distraction. C'était de Nadia. « Comment s'est passée ta journée ?» Mika dort. Il s'est bien amusé au centre commercial. Les doigts d'Amara hésitèrent au-dessus du clavier. Puis elle tapa. Il s'est montré aujourd'hui. 3 points apparurent immédiatement. Nadia écrivait. « Qui ?»« Evan. » Le téléphone sonna 30 secondes plus tard. « Comment ça ?» Il s'est montré. La voix de Nadia était tendue par l'inquiétude. Au centre commercial. Maïka a trouvé ses clés et les lui a rendues. Il a vu la ressemblance. « Oh, ma chérie !» La voix de Nadia s'adoucit. « Ça va ?»« Je ne sais pas. »« Don't. Is don't to. Is don't to vice. Is don't to don't. Prosing size. » Amara raconta à sa sœur la rencontre, la lettre, la façon dont Evan avait réagi quand Mika l'avait appelé papa. « Bloque-le, » dit Nadia quand elle eut fini. « Change de numéro. Protège Mika. Tu ne lui dois rien. Je sais. » Mais Amara fixa la lettre dans ses mains.
Il y a 7 ans, Evan avait été un gamin qui s'enfuyait quand les choses devenaient difficiles. Aujourd'hui, il ressemblait à un homme qui savait rester. Et s'il a vraiment changé? Les gens ne changent pas tant que ça. Certes ainsi. Amara, la voix de Nadia était douce mais ferme. Tu es une bonne mère, la meilleure. Tu as donné à Mika tout ce dont il a besoin. Ne laisse pas un coup de culpabilité de son père gâcher ça. Ce n'était pas un coup de culpabilité. C'était juste, honnête. Elles parlèrent pendant 10 minutes de plus. Nadia lui fit promettre de bien réfléchir avant de prendre une décision, de se souvenir de ce qui était le mieux pour Mika et non de ce qui semblait juste pour son cœur. Après avoir raccroché, Amara resta assise dans la voiture silencieuse et mangea sa soupe. Elle était tiède maintenant, mais elle avait toujours le goût du réconfort, le goût de la maison. Elle plia la lettre et la rangea dans sa boîte à gants. Puis elle rentra chez elle, dans le petit appartement qu'elle partageait avec Mika, 2 chambres, une salle de bain et une cuisine où tenait à peine une table pour 2. Mais c'était chez eux, sûr, chaleureux et plein d'amour. La chambre de Mika était sombre et silencieuse. Sa veilleuse de super-héros projetait des ombres sur les murs. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte et le regarda dormir. Un bras jeté au-dessus de sa tête, l'autre serrant son dinosaure en peluche. Il était parfait, intelligent, gentil et drôle. Il posait 1 million de questions et faisait les meilleurs câlins du monde. Il était son cœur marchant en dehors de son corps. Pendant 6 ans, ils n'avaient été que tous les deux. Ils avaient une routine. Petit déjeuner à 7 heures, travail et école. Récupération à 10 à 7h30, devoirs, dîner et histoire du soir. Les samedis à la bibliothèque. Les dimanches au parc. Simple, bon et suffisant. Mais dernièrement, Micah avait commencé à poser des questions. Pourquoi n'avait-il pas de papa comme son ami Jake? Où allaient les papas quand les enfants n'en avaient pas? Était-ce de sa faute? Chaque question lui brisait un peu plus le cœur. Elle lui disait toujours la vérité en mots simples. Certaines familles avaient des mamans et des papas. Certaines n'avaient que des mamans. Certaines n'avaient que des papas. Certaines avaient des grands-parents ou des tantes ou d'autres personnes qui les aimaient. Ce qui importait, c'était l'amour, pas la composition de la famille. Mika hochait toujours la tête comme s'il comprenait, mais elle pouvait voir le désir dans ses yeux. La façon dont il observait les autres enfants avec leur père au parc, la façon dont il dessinait des familles bâtonnées avec une 3e figure mystérieuse qu'il n'expliquait jamais. Peut-être était-il égoïste de tenir Evan à l'écart s'il avait vraiment changé. Peut-être Mika méritait-il la chance de connaître son père. Ou peut-être était-elle simplement fatiguée de porter tout ce poids seule. Elle embrassa le front de Mika et se rendit dans sa propre chambre. La lettre resta dans sa voiture toute la nuit, mais les mots résonnaient dans sa tête jusqu'au lever du soleil. Le dimanche matin arriva avec la pluie tambourinant contre les fenêtres et la voix de Mika appelant de la cuisine. « Maman, la boîte de céréales est trop haute !» Amara sourit malgré l'épuisement qui la rongeait. 6 heures, c'était tôt pour un dimanche, mais l'horloge interne de Mika ne reconnaissait pas les week-ends. Elle le trouva debout sur la pointe des pieds, essayant d'atteindre les chocs à pic posés sur le réfrigérateur. Il était toujours dans son pyjama dinosaure, les cheveux dressés dans 3 directions. « Bonjour, mon rayon de soleil », dit-elle en faisant descendre les céréales. « On peut aller au parc aujourd'hui? Il pleut. Quand ça s'arrête? Peut-être. » Il versa du lait sur ses céréales avec une concentration minutieuse. La majeure partie arriva dans le bol. « Maman, l'homme d'hier, au centre commercial. » La cuillère d'Amara s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Il me ressemblait. » Les mots étaient simples. Observateur. Mika avait toujours été douée pour remarquer les choses. « Beaucoup de gens ont les yeux bleus, » dit-elle prudemment. Pas seulement ses yeux, son visage, sa façon de sourire. Mika prit une bouchée de céréales. « Tu le connais ?» Amara posa sa cuillère. Elle n'avait jamais menti à Mika sur des choses importantes. Elle n'allait pas commencer maintenant. « Oui, » dit-elle, « c'est lui. » Mika hocha lentement la tête, assimilant l'information. Pourquoi ne vivait-il pas avec nous? Parce que parfois les adultes font des erreurs. Et parfois ces erreurs blessent les gens. Est-ce qu'il t'a blessé? Oui, mais pas exprès. Il avait peur. De quoi? D'être un papa. Certaines personnes ont peur quand de grandes choses arrivent. Mika mangea d'autres céréales, pensif. Est-ce qu'il a toujours peur? Je ne sais pas. On peut le savoir. L'innocence dans sa voix lui serra la poitrine. Il ne savait rien des ultimatums, de l'abandon ou du genre de peur qui faisait fuir les gens.
Il savait juste qu'il avait un père qu'il n'avait jamais rencontré, et il voulait comprendre pourquoi. Peut être, dit-elle, mais ce serait très lentement, très prudemment, pour s'assurer que tout le monde se sente en sécurité. D'accord. Juste comme ça, il retourna à ses céréales, crise résolue dans son esprit. Les adultes s'occuperaient des parties compliquées. Après le petit déjeuner, Amara s'assit sur son canapé et sortit son téléphone. La lettre était toujours dans sa voiture, mais elle en avait mémorisé chaque mot. Elle tapa un message texte 5 fois différente avant de se décider pour quelque chose de simple. « J'ai reçu ta lettre. Je suis prête à te rencontrer pour un café. 1 heure. Lieu public. » Aucune promesse au-delà de cette conversation. Elle fixa le message pendant 10 minutes avant d'appuyer sur « Envoyer ». La réponse arriva en moins d'1 minute. « Merci. Quand et où ?»« Mardi 10 heures. Le coin café sur la grande rue. J'y serai. » Elle posa son téléphone et tira Mika sur ses genoux. Il sentait les céréales et le petit garçon endormi. Elle enfouit son visage dans ses cheveux et tenta de ne pas penser à toutes les façons dont cela pouvait mal tourner. Dehors, la pluie avait cessé. Un fin rayon de soleil filtrait à travers les nuages. « Maman ?» La voix de Mika était étouffée contre son épaule. « Oui, mon chéri, je t'aime. Je t'aime aussi, plus que toutes les étoiles. » Tedunun, c'était leur rituel. Commencé quand il avait 2 ans et toujours aussi fort. Quoi qu'il arrive avec Evan, cela ne changerait jamais. Elle était la mère de Mika, en premier, en dernier, et toujours. Le reste n'était que des détails à régler. Le mardi matin arriva, gris et nuageux. Amara déposa Mika à l'école et roula vers le coin café, l'estomac noué. Elle était en avance de 15 minutes, ce qui lui laissa le temps de choisir une table avec une vue dégagée sur la porte et 2 issues de secours. Vieilles habitudes. 7 ans de maternité solo lui avaient appris à toujours avoir un plan d'évasion. Elle commanda un café au lait et consulta son téléphone. 2 messages de Nadia. « Tu n'es pas obligé de faire ça. Appelle-moi après. Je t'aime. » Amara tapait une réponse quand la porte s'ouvrit. Evan entra, regardant nerveusement autour de lui jusqu'à ce qu'il la repère. Il était en avance de 10 minutes, lui aussi. Il paraissait différent à la lumière du jour, plus âgé, plus solide. Le garçon qu'elle avait connu n'était que des angles vifs et une énergie agitée. Cet homme se déplaçait avec une détermination tranquille. Ses vêtements de travail étaient propres mais usés. Ses mains étaient calleuses mais fermes. Il s'approcha de sa table lentement, comme si elle risquait de s'enfuir s'il allait trop vite. « Salut » dit-il. « Salut, je peux m'asseoir ?» Elle hocha la tête vers la chaise vide en face d'elle. Il s'assit avec précaution, gardant ses mains visibles sur la table. Pas de geste brusque. « Merci d'avoir accepté, » dit-il. « Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Je n'étais pas sûr non plus. » Il semblait fatigué. Des rides s'étaient creusées autour de ses yeux, absentes lorsqu'ils étaient jeunes. Mais il y avait autre chose aussi, un calme qui n'existait pas auparavant, comme s'il avait appris à être à l'aise avec lui-même. « Tu as bonne mine, dit-il. Heureuse. Je suis heureuse. Bien. C'est bien. » Ils restèrent un instant dans un silence pesant. 7 ans. C'était long. Ils étaient désormais des étrangers, liés seulement par un passé commun et un petit garçon aux yeux bleus. « Parle-moi de lui, » dit Evan doucement. « De Mika. » La demande la surprit. Elle s'attendait à des excuses et des justifications, pas à des questions sur leur fils. « Que veux-tu savoir ?»« Tout. N'importe quoi. J'ai manqué 6 ans. » La douleur dans sa voix était réelle. Quoi qu'il ait changé d'autre, son regret était sincère. « Il est intelligent, » dit-elle. « Curieux de tout. Il demande pourquoi le ciel est bleu et comment les poissons respirent sous l'eau et si les extraterrestres aiment la pizza. » Evan sourit. « Il aime la pizza? Au pepperoni seulement. Pas de légumes. Il dit que les choses vertes n'ont pas leur place sur la nourriture. He's of fast off dedicated for. » Quoi d'autre? Elle se retrouva à parler. De l'amour de Mika pour les dinosaures et les films de super-héros, de sa façon de se lier d'amitié avec tout le monde à l'air de jeu, de son habitude de collectionner des cailloux intéressants et de son rêve de devenir paléontologue. Evan écoutait sans l'interrompre. Il posait de bonnes questions, sur l'école et les amis et les histoires préférées du soir. Il voulait savoir si Mika avait peur du noir. Oui, mais juste un peu, et s'il savait faire du vélo pas encore, mais il apprenait. Il a l'air formidable, dit Evan quand elle eut fini. Tu as bien fait, Amara, vraiment bien. Le compliment l'a pris au dépourvu. Ce n'était pas facile. J'en suis sûr, j'aurais dû être là pour t'aider. Oui,
dit-elle. Tu aurais dû. Les mots planèrent entre eux, honnêtes et tranchants. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, dit Evan. Mais je peux te dire pourquoi je l'ai fait si tu veux savoir. Je veux savoir. Il prit une profonde inspiration. Mon père est parti quand j'avais 8 ans. Il a juste disparu un jour. Ma mère a fait 3 boulots pour nous nourrir, et j'ai juré que je ne ferais jamais subir à un enfant ce que j'avais vécu. Quand tu m'as dit que tu étais enceinte, tout ce que je pouvais penser, c'est à quel point j'allais tout gâcher, à quel point j'allais tout ruiner, comme mon père l'avait fait. Alors tu es parti quand même. Alors je suis parti quand même. Sa voix était empreinte de honte. J'étais un idiot, un lâche. Je pensais que fuir vous protégeait toutes les deux de mes erreurs, mais je ne faisais que la plus grosse erreur de toutes. Amara remua son café au lait, réfléchissant. L'explication n'excusait pas ce qu'il avait fait, mais elle l'aidait à le comprendre. La peur faisait parfois faire des choses terribles aux gens. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-elle. « J'ai fait une crise de panique au travail il y a environ 4 ans. Je ne pouvais plus respirer, ni penser. Luis, mon chef d'équipe, m'a conduite à l'hôpital. Le médecin a dit que c'était du stress et a recommandé une thérapie. Il marqua une pause, rassemblant ses pensées. Le thérapeute m'a demandé ce dont j'avais le plus peur. J'ai répondu l'échec. Elle m'a demandé de définir l'échec. Il m'a fallu 6 mois pour admettre que j'avais déjà échoué de la pire façon possible. J'avais un fils que je n'avais jamais rencontré parce que j'avais trop peur d'essayer. Et je travaille dessus depuis. La peur, la boisson, la fuite quand les choses deviennent difficiles. Je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas la même personne qui t'a quitté. » Amara le crut. Elle pouvait voir le changement dans sa façon de se tenir, dans la façon dont il répondait à ses questions sans se défendre, dans la façon dont il parlait de Mika avec émerveillement au lieu de panique. Mais croire que quelqu'un avait changé et lui faire confiance avec le cœur de son enfant étaient 2 choses différentes. « Il y a autre chose, dit Evan, à propos de cette nuit-là. Quand tu m'as dit que tu étais enceinte, qu'est-ce qu'il en est? J'ai laissé un message vocal, sur ton téléphone, environ 3 heures après être parti. Ses mains se serrèrent sur la table. J'étais ivre et en pleurs, et j'ai dit que j'étais désolé. J'ai dit que je voulais revenir et qu'on trouve une solution ensemble. J'ai dit que je soutiendrais toute décision que tu prendrais concernant le bébé. » Le monde d'Amara bascula. « Je n'ai jamais eu de message vocal. »« Tu n'as jamais ?» Son visage devint blanc. « Oh mon Dieu, tu as changé de numéro. » Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Elle avait changé de numéro le lendemain matin, incapable de supporter l'idée qu'il appelle pour discuter davantage. Elle se protégeait, mais elle avait manqué sa tentative de réparer les choses. « J'aurais écouté, » dit-elle doucement. « Si j'avais eu ce message, j'aurais écouté. »« And, Prophet. And. » Ils se regardèrent à travers la petite table. Ces temps de malentendus s'étiraient entre eux. Ce qui aurait pu être différent si elle avait entendu sa voix cette nuit-là, brisée et désolée et voulant rentrer. Mais il était inutile de s'attarder sur les « et si ». Ce qui importait, c'était ce qui allait se passer. « J'ai besoin de temps, » dit-elle, pour réfléchir à tout ça, pour savoir ce qui est le mieux pour Mika. Bien sûr, prends tout le temps qu'il te faut. Si tu as la moindre possibilité de faire partie de sa vie, il faudrait que ce soit lent, prudent. Il faudrait que tu prouves que tu peux rester. Je comprends. Je ne parle pas de grands gestes ou de cadeaux onéreux, je parle d'être présent, chaque fois que tu dis que tu le seras, d'être fiable, de faire passer Mika en premier. Je peux le faire. Vraiment, parce que si tu commences ça et que tu disparais à nouveau, ça ne me fera pas seulement du mal à moi, ça lui fera du mal à lui, et je ne laisserai personne blesser mon fils. La férocité dans sa voix les surprit tous les deux, mais elle pensait chaque mot. Mika était tout son monde. Elle le protégerait de tout, y compris de son propre père si nécessaire. « Je ne disparaîtrai pas, » dit Evan. « Je te le jure, Amara, je ne fuirai plus. » Elle le regarda longuement, cherchant sur son visage le moindre signe d'incertitude. Elle n'en trouva aucun. « Je t'appellerai, » dit-elle, « si je décide d'aller de l'avant. Ne me contacte pas avant. »« D'accord. » Elle se leva, ramassant son sac. « Cela ne veut encore rien dire, Evan. Ce n'est que le début de ma réflexion. Je sais. Bien. » Elle se dirigea vers la porte sans regarder en arrière. Mais elle sentait ses yeux sur elle, et pour la première fois en 7 ans, cela ne ressemblait pas à une menace. Cela ressemblait à de l'espoir, fragile et effrayant, mais réel. Cet après-midi-là, Amara était assise à sa table de cuisine avec un carnet et une tasse de thé. Mika était au salon de Nadia, se faisant couper les cheveux et choyée par sa tante.
Elle avait 3 heures pour elle, 3 heures pour déterminer si elle faisait le bon choix. Elle traça une ligne au milieu d'une page vierge. D'un côté, elle écrivit « Raison de dire non ». De l'autre côté, « Raison de dire oui ». La liste des noms se remplit rapidement. Il nous a blessés avant. Mika est heureux et en sécurité maintenant. Et, s'il changeait d'avis à nouveau, Nadia pense que c'est une mauvaise idée. Nous n'avons pas besoin de lui. Je ne lui fais pas encore confiance. La liste des oui était plus difficile. Mika mérite de connaître son père. Evan semble réellement changer. Tout le monde mérite une seconde chance. Micah posait des questions sur les papas. Il avait l'air sincère. Le message vocal change tout et. Elle fixa les listes longuement. La logique disait de protéger ce qu'elles avaient bâti. Le cœur disait de prendre le risque. Son téléphone sonna. Nadia. Comment ça s'est passé? Mieux que prévu. Pire que ce que j'espérais. Ça n'a aucun sens. Il est différent, Nadia. Vraiment différent. Mais différent ne veut pas dire sûr. Elle raconta la conversation à sa sœur. La thérapie et le message vocal et la façon dont Evan avait posé des questions sur Mika. « Je pense toujours que tu devrais être prudente, » dit Nadia. « Mais je fais confiance à ton jugement. Tu le connais mieux que personne. » Prends-les. Sankeng, sous veille. Je connaissais celui qu'il était. Je ne connais pas celui qu'il est maintenant. Alors découvre-le, prudemment. Après avoir raccroché, Amara regarda à nouveau ses listes, puis elle arracha la page et la jeta. Ce n'était pas une décision que l'on pouvait prendre avec des pour et des contre. C'était une décision qui devait être prise avec son intuition. Elle prit son téléphone et commença à taper. « Je suis prête à essayer, mais nous faisons cela à ma façon, à mon rythme, avec mes règles. Si tu peux accepter cela, nous pourrons parler des prochaines étapes. » Elle appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. La réponse vint rapidement. « Oui, tout ce que tu juges bon. » Elle répondit « Je t'appellerai demain avec les détails. » Puis elle rangea son téléphone et partit chercher son fils. Quoi qu'il arrive ensuite, elles y feraient face ensemble, comme elle l'avait toujours fait, comme elle le ferait toujours. Le mercredi soir, une atmosphère différente régnait dans le petit appartement d'Amara. Elle avait passé la journée à penser aux règles, aux limites, à comment protéger Mika, tout en donnant à Evan une chance de faire ses preuves. Elle était assise à sa table de cuisine avec un bloc-notes ligné et un stylo. Mika était dans le salon, construisant une cabane avec des coussins de canapé et fredonnant une mélodie. Le son la fit sourire, même avec tout ce qui tournait dans sa tête. Son téléphone vibra. Un message d'Evan. « Je sais que tu as dit que tu appellerais avec les détails, mais je voulais que tu saches que je suis prêt à suivre le plan que tu juges le mieux. Pas de précipitation. J'attendrai. Simple, patient, sans pression. » C'était un bon début. Elle prit son stylo et commença à écrire. Un plan d'essai. 8 semaines de preuve. Des règles claires ne laissant aucune place à la confusion ou à la déception. Quand elle eut fini, elle le lut 3 fois. Puis elle appela Nadia. « Je vais t'envoyer quelque chose, » dit Amara. « Dis-moi si je suis folle. Tu n'es pas folle de vouloir protéger ton fils. Envoie-le. » Amara prit une photo de ses règles manuscrites et l'envoya à sa sœur. Son téléphone sonna 2 minutes plus tard. « C'est bien, » dit Nadia. « Vraiment bien. Tu ne lui donnes rien qu'il n'ait mérité. Et tu protèges Mika à chaque étape. Tu penses que 8 semaines, c'est assez long pour savoir s'il est sérieux? S'il ne peut pas respecter un emploi du temps pendant 8 semaines, il n'est pas prêt à être père. S'il le peut, alors peut être qu'il a changé. » Après avoir raccroché, Amara tapa ses règles dans un message texte. Plein d'essais. 8 semaines de preuve. Pas d'annulation, pas d'excuses. Tu peux déposer des livres pour enfants que je vérifierai d'abord. Tu peux me rencontrer pour de brèves promenades dans des lieux publics. Pas de contact imprévu. Après 8 semaines de parfaite constance, un rendez-vous de 10 minutes avec Mika. Si tu échoues une seule fois, cela prend fin. Es-tu d'accord? Elle l'envoya avant de pouvoir changer d'avis. La réponse arriva en quelques minutes. Merci. J'honorerai chaque ligne. Elle colla un calendrier sur son réfrigérateur et écrivit « 8 semaines preuve » en haut. Demain serait le premier jour. Le samedi matin était frais et limpide. Amara était assise sur un banc au parc de la plage avec son café et regardait le chemin qui faisait le tour de l'aire de jeu. Il était 9h30. Evan était censé emprunter le chemin à 10 heures précises, puis déposer des livres sur la table de pique-nique. Elle se sentait ridicule à l'attendre, comme s'il était une sorte de criminel. Mais c'est ainsi que la confiance se reconstruisait,
Une petite action à la fois. Micah était sur les balançoires, pédalant des jambes et essayant d'aller plus haut que les autres enfants. Il portait ses nouvelles baskets et une chemise rayée qui le faisait paraître plus vieux que 6 ans. « Pousse-moi, maman !» cria-t-il. « Tu te débrouilles très bien tout seul, » répondit-elle. « Regarde comme tu montes haut. » À 10 heures exactement, elle vit une silhouette familière marcher sur le chemin. Evan avançait à un rythme régulier, ni rapide, ni lent. Il portait un jean et un t-shirt propre. Il ressemblait à n'importe quelle autre personne faisant de l'exercice un samedi matin. Lorsqu'il atteignit la table de pique-nique, il y déposa un petit sac en papier brun, puis il continua à marcher. Il n'essaya pas de s'approcher de l'aire de jeu, il ne salua pas et n'appela pas, il suivit simplement le chemin jusqu'à ce qu'il disparaisse de sa vue. Amara attendit 5 minutes, puis se dirigea vers la table. À l'intérieur du sac se trouvaient 3 livres illustrés, tous en bon état, sans pages déchirées. Elle en reconnut un, Max et les Maxi-monstres. C'était son préféré quand elle était petite. « C'est quoi, maman ?» Micah apparut à côté d'elle, en sueur et joyeux après les balançoires. « Quelqu'un a laissé des livres, dit-elle. Ramenons-les à la maison et voyons si ce sont de bonnes histoires. »« Qui les a laissés ?» Elle regarda dans la direction où Evan avait marché. « Un ami qui aime les livres. » Ce soir-là, elle feuilleta chaque livre attentivement. Pas de message caché. Rien d'inapproprié, juste de bonnes histoires que n'importe quel enfant apprécierait. Elle mit une coche sur le calendrier. Jour 1, présent. Le mercredi soir, 4 jours plus tard, Amara était au salon de Nadia quand la lumière du plafond commença à vaciller. Elle faisait des siennes depuis des semaines, faisant plisser les yeux et se plaindre les clients. « Cette chose me rend folle, » dit Nadia, essayant de finir une coupe pendant que la lumière s'allumait et s'éteignait en bourdonnant. « Mais un électricien coûte trop cher en ce moment. »« Pa est nice, masplan. » Amara balayait les cheveux quand quelqu'un frappa à la fenêtre. Evan se tenait dehors, tenant une boîte à outils et l'air incertain. Amara lui avait envoyé un message ce matin-là à propos de la lumière, lui demandant s'il pouvait y jeter un œil. C'était la seule exception qu'elle avait faite à sa règle de « pas de contact ». Nadia avait besoin d'aide, et Evan était doué de ses mains. Elle déverrouilla la porte. « Merci d'être venu, » dit-elle formellement. « Pas de problème. » Il travailla calmement et efficacement. Il trouva le fil lâche qui causait le problème et le répara en toute sécurité. Quand il eut fini, la lumière était stable et brillante. « Combien je te dois ?» demanda Nadia. Sa voix était froide mais pas inamicale. « Rien, » dit Evan, « mais voici le reçu pour le fil que j'ai dû remplacer. » Il lui tendit un petit bout de papier. 2,50 €. Nadia prit le reçu et hocha la tête. « Merci. » Evan rangea ses outils et partit sans essayer d'engager la conversation ni de poser de questions sur Micah, professionnel et respectueux. Cette nuit-là, Amara marqua le calendrier. Aide en milieu de semaine, sans condition. Elle fut surprise de voir à quel point cela lui avait semblé normal, comme avoir un ami fiable qui se montrait quand on en avait besoin. Le deuxième samedi apporta la pluie, mais Evan emprunta quand même le chemin du parc. Amara le regarda depuis sa voiture déposer un autre sac de livres sur la table de pique-nique couverte. Il était trempé quand il eut fini son tour, mais il ne manqua pas un pas. Les livres de cette semaine-là incluaient L'ourson cordelette et L'arbre généreux. Micah aima particulièrement l'histoire du petit ours dans le grand magasin. « On pourra aller voir les ours en peluche un jour ?» demanda-t-il alors qu'Amara le bordait. « Peut être, dit-elle. Tu aimerais ça ? Oui, et peut être qu'on pourrait apporter un de ces livres pour le lire là-bas. » Elle embrassa son front et éteignit la lumière. Dans le couloir, elle marqua le calendrier. Jour 8. La pluie ne l'a pas arrêté. À la 3e semaine, la routine semblait moins étrange. Evan marchait, des livres apparaissaient, le calendrier se remplissait de coches. Il envoyait un message par semaine pour demander si les livres étaient appropriés. Rien de plus. Amara se retrouva à se détendre malgré ses efforts pour rester vigilante face à la déception. Puis vint le mardi, où la maîtresse de Micah renvoya à la maison une note concernant un projet scientifique. Construire un four solaire en carton pour vendredi. Démontrer son fonctionnement. Amara regarda les instructions du devoir et se sentit débordée. Elle était douée pour beaucoup de choses, mais les projets scientifiques n'en faisaient pas partie. Elle travaillait tard la plupart des soirs et avait à peine le temps pour les devoirs habituels, sans parler de quelque chose qui nécessitait de la découpe de carton et des thermomètres.
Avant de pouvoir se retenir, elle prit son téléphone et envoya un message à Evan. Micah a un projet scientifique à rendre vendredi. Four solaire. Serais-tu prête à aider? Jeudi après le travail. Limite de temps stricte. Mon appartement. La réponse vint rapidement. Oui. Quelle heure te convient? 18h à 10 à 9h30. Pas plus. J'y serai. Le jeudi soir arriva, les nerfs d'Amara à vif. Elle avait nettoyé l'appartement 2 fois et répété les règles de base dans sa tête. Il s'agissait d'aider Micah, pas de faire semblant d'être une famille. Evan arriva à 10 à 8 heures exactement avec une petite boîte à outils et un sac de fournitures. Il salua Micah poliment, mais n'essaya pas d'être trop amical. « Prêt à construire quelque chose de génial ?» demanda-t-il. Micah hocha la tête avec enthousiasme. Ils travaillèrent à la table de la cuisine avec du carton, du papier d'aluminium et du papier de construction noir. Evan expliqua chaque étape en termes simples, mais il laissa Micah faire la majeure partie du travail. Il fut patient lorsque la découpe de Micah était de travers. Il loua les efforts, pas seulement les résultats parfaits. « Pourquoi le papier d'aluminium va-t-il à l'intérieur » demanda Micah. « Parce que les choses brillantes reflètent la lumière, » dit Evan, comme un miroir. Le papier d'aluminium renvoie la chaleur du soleil dans la boîte pour cuire nos aliments. Qu'est-ce qu'on va cuisiner? Et si on faisait griller une guimauve? Dis Ophir, passe, zoun, az, passaz. Ils testèrent le four sur le balcon de l'appartement alors que le soleil commençait à se coucher. Il n'était pas assez chaud pour vraiment cuire quoi que ce soit, mais la guimauve devint un peu molle et collante. Micah était ravi. « Ça a marché », annonça-t-il. « Le soleil a cuit notre guimauve. Tu as fait un excellent travail en le construisant, dit Evan. Ta maîtresse va être impressionnée. » À 10 à 9h25, Evan rangea ses outils. « Merci, dit Amara en le raccompagnant à la porte. Il était vraiment excité par ça. C'est un enfant intelligent. Il pose de bonnes questions. Oui, c'est vrai. Après le départ d'Evan, Micah jacassa sans arrêt sur les fours solaires et la chaleur réfléchit et s'il pouvait faire des guimauves grillées au soleil. Son enthousiasme était contagieux. J'aime quand Evan explique des choses, murmura Micah, alors qu'Amara lui lisait son histoire du soir. Moi aussi, dit-elle, quand c'est gentil. Cette nuit-là, elle marqua le calendrier d'une note différente. Apprit quelque chose de nouveau à Micah, patient et doux. Le 5e samedi était doux et ensoleillé, un temps idéal pour la plage. Amara avait prévu d'emmener Micah au bord de mer pour un pique-nique, et sur un coup de tête, elle avait envoyé un message à Evan pour lui demander s'il voulait se joindre à eux. Un temps familial contrôlé dans un lieu public. Ils se retrouvèrent au parc de la plage avec des sandwichs, des briques de jus de fruits et de la crème solaire. Evan apporta un cerf-volant bon marché du supermarché du coin, rouge vif, avec une longue queue jaune. J'ai pensé que Micah aimerait peu être essayé de le faire voler, dit-il. Ils étendirent une couverture sur le sable et déjeunèrent en regardant d'autres familles jouer dans les vagues. La conversation fut prudente, mais pas gênante. Evan posa des questions à Micah sur l'école et écouta de longues histoires sur la récréation et le hamster de la classe. Après le déjeuner, ils travaillèrent ensemble pour faire décoller le cerf-volant. Evan tenait la ficelle pendant que Micah courait, puis laissa progressivement Micah prendre le contrôle. Le cerf-volant plongea et s'éleva dans le ciel bleu. « Je le fais voler tout seul !» cria Micah avec une joie pure. L'après-midi passa facilement, naturellement, comme quelque chose qu'ils auraient pu faire il y a des années si les choses avaient été différentes. Quand Micah fut fatigué, il s'allongea sur la couverture, la tête sur la poitrine d'Evan. En quelques minutes, il s'endormit, une main toujours agrippée à la ficelle du cerf-volant. Amara sortit son téléphone pour vérifier l'heure et ouvrit accidentellement l'appareil photo. Sans réfléchir, elle prit une photo. Micah paisible et en sécurité, Evan le regardant avec une telle tendresse que cela lui serra la poitrine. Elle regarda la photo et sentit quelque chose se briser dans son cœur. Pas se briser, s'ouvrir. « Il est incroyable !» dit Evan doucement, veillant à ne pas réveiller Micah. « Il l'est. Merci, pour cela, de m'avoir laissé être ici. » Elle faillit dire « de rien », faillit se laisser croire que cela pourrait devenir leur normalité. Au lieu de cela, elle se contenta de hocher la tête et de ranger son téléphone. De retour à la maison ce soir-là, elle regarda la photo à nouveau, l'ajouta à ses favoris, puis la retira de ses favoris, trop tôt, puis l'ajouta à ses favoris à nouveau. Le calendrier reçut sa plus grande coche à ce jour. Journée à la plage.
Il a été doux avec Mika, naturel et bon. Le dimanche apporta une invitation inattendue. La mère d'Evan voulait les rencontrer. « Tu n'es pas obligé, » dit Evan quand il appela. Mais elle a demandé, et j'ai pensé que être, si tu étais à l'aise. Amara se surprit elle-même en disant oui. Si Evan allait faire partie de la vie de Mika, alors Mika méritait de connaître sa grand-mère aussi. La maison de Marielle Hart était petite mais impeccable. Elle avait préparé un brunch, des crêpes, une salade de fruits et un café qui sentait divinement bon. Elle était nerveuse, Amara le sentait, mais elle s'efforçait d'être accueillante. « Tu as de beaux yeux, » dit-elle à Mika. « Tout comme ceux de ton papa. » Mika rayonna d'être appelé beau et se jeta sur ses crêpes avec enthousiasme. Plus tard, pendant que Mika jouait dans le jardin avec le vieux chien de Marielle, elle prit Amara à part. « S'il te plaît, ne le brusque pas, » dit Marielle doucement. « Ni toi-même. Evan essaie si fort d'être différent, mais le changement prend du temps. Un vrai changement. »« Je sais, » dit Amara. « Nous y allons doucement. Bien, c'est mon fils, et je l'aime. Mais je me souviens de comment il était avant. Effrayé, en colère et fuyant tout. S'il a vraiment changé, cela se verra. Si ce n'est pas le cas. » Elle laissa sa phrase en suspens. « S'il n'a pas changé, je protégerai Mika. Je sais que tu le feras. Tu es une bonne mère. N'importe qui peut le voir. » Pendant ce temps, Nadia avait coincé Evan près de l'évier de la cuisine. « Si jamais tu disparais encore, » dit-elle d'une voix assez basse pour que Mika ne l'entende pas, « je ferai en sorte que tu n'aies plus jamais une autre chance. C'est clair ?»« Oui, » dit Evan sans se mettre sur la défensive, clair comme de l'eau de roche. « Bien. » Le trajet de retour fut silencieux, à l'exception de Mika qui fredonnait sur la banquette arrière. Il serrait la poignée de son cerf-volant ramené de la journée à la plage de la veille et semblait parfaitement content. Amara nota sur son calendrier « Rencontre avec la famille, attente réaliste, Mika heureux ». Le lundi soir apporta la première véritable épreuve. Amara parcourait les réseaux sociaux quand elle le vit. Une publication d'une personne dont elle se souvenait à peine, remontant à ses années lycée. Un commentaire acerbe sur les pères fantômes qui se réveillent et veulent jouer les bons papas, avec une photo d'elle, Evan et Mika à la plage, que quelqu'un avait dû prendre à leur insu. La publication avait déjà été partagée 3 fois. Les commentaires étaient pires encore. Alors maintenant il veut être père? Trop peu, trop tard, si vous voulez mon avis. Ce pauvre gamin va avoir le cœur brisé. Peste, et oubli, en diable. Boum. Les mains d'Amara tremblaient à la lecture de chaque commentaire cruel. Sa vie privée était décortiquée par des gens qui ne savaient rien de leur situation, rien du changement d'Evan, de ses règles strictes ou du bonheur de Mika. Son téléphone sonna. C'était Evan. « J'ai vu la publication, » dit-il. « Je suis désolé. Je peux prendre du recul publiquement si cela doit te faire du mal, à toi ou à Mika. » Non. Le mot sortit plus fort qu'elle ne le pensait. Nous ne prenons pas de décision en fonction des ragots. Nous les prenons en fonction de ce qui est le mieux pour Mika. Enzanf, 25. Tu es sûr? Je suis sûr. Laisse-les parler. Ils ne connaissent pas notre histoire. Cette nuit-là, elle posa son téléphone face contre table et s'assit à côté de Mika, tandis qu'il lisait à voix haute l'un des livres d'Evan. Le monde extérieur pouvait dire ce qu'il voulait. Ce qui importait, c'était qu'ils soient tous les trois en train d'apprendre à être une famille. Mais elle ne marqua pas le calendrier ce jour-là. Les commentaires l'avaient ébranlée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Le vendredi de la 5e semaine apporta la catastrophe. Evan devait récupérer des fournitures après le travail et les retrouver au parc pour une séance de jeu de 30 minutes. Leur première rencontre officielle avec Mika depuis la plage. Amara était nerveuse à ce sujet toute la semaine. À 5h50, 10 minutes avant l'heure de leur rendez-vous, son téléphone vibra. Crevaison sur la route 7. Photo jointe. J'appelle la dépanneuse et j'essaie d'attraper un bus. J'arrive dès que possible. La photo montrait le camion d'Evan sur le bas-côté de la route avec un pneu complètement à plat. Il disait clairement la vérité concernant l'urgence. Mais les urgences n'avaient pas d'importance. La règle était « pas d'annulation, pas d'excuse ». Elle avait été claire là-dessus dès le début. Amara était assise dans sa voiture au parc avec Mika, qui lui demandait pourquoi il ne descendait pas jouer. À 6h pile, elle vit Evan courir à travers le parking. Son visage était rouge d'effort et il respirait difficilement. « Je suis désolé, dit-il en atteignant leur voiture. « Le pneu. Tu as 10 minutes de retard, dit Amara. Sa voix était calme mais froide. « Je sais, mais j'ai tout essayé. J'ai couru jusqu'à l'arrêt de bus et...
Nous avions établi qu'il n'y aurait aucun faux pas. Evan cessa de parler. Il la regarda à travers la vitre de la voiture et elle vit le moment exact où il comprit que son épreuve était terminée. « Je sais, dit-il doucement. Tu as raison. La règle était claire. » Micah pressa son visage contre la vitre. « On va jouer ?» Le cœur d'Amara se brisa en voyant le visage impatient de son fils. « Pas aujourd'hui, mon chéri. Il y a eu un imprévu. » Elle baissa la vitre juste assez pour parler à Evan. « Merci d'avoir essayé. Mais cela s'arrête ici. » Evan hocha la tête. Il s'éloigna de la voiture. « Au revoir, Micah, dit-il. J'étais vraiment ravi de te rencontrer. »« Au revoir, » dit Micah, confus mais poli. Alors qu'il s'éloignait, Amara regarda Evan dans son rétroviseur. Il se tenait sur le parking, les regardant partir. Derrière lui, une dépanneuse attelait son camion en panne. Il avait essayé, vraiment essayé, mais essayer n'était pas suffisant quand il s'agissait de protéger le cœur de son fils. À la maison, Micah demanda pourquoi ils étaient partis si vite. Elle lui dit que parfois les adultes devaient prendre des décisions difficiles pour assurer la sécurité de tous. Elle ne marqua pas le calendrier ce soir-là. Au lieu de cela, elle le retourna sur le réfrigérateur et pleura dans sa chambre où Micah ne pouvait pas l'entendre. L'épreuve était terminée. Le lendemain matin fut empreint d'un sentiment de vide, un vide pesant. Amara prépara le petit déjeuner et prépara Micah pour ses dessins animés du samedi matin, mais son cœur n'y était pas. Elle ne cessait de penser à l'expression d'Evan lorsqu'elle était partie en voiture. Déçue, mais pas en colère, acceptant les conséquences comme s'il savait les mériter. Une partie d'elle se demanda si elle n'avait pas été trop dure. Une crevaison était vraiment une urgence. Mais l'autre partie, celle qui avait passé 7 ans à protéger Micah de la déception, savait qu'elle avait fait le bon choix. Le téléphone sonna. C'était Luis Ramos. « Madame Cole, c'est Luis, le chef de chantier d'Evan. J'espère que cela ne vous dérange pas que j'appelle. Comment avez-vous eu mon numéro? Evan me l'a donné il y a des semaines, en cas d'urgence. Il m'a fait promettre d'appeler si jamais quelque chose se passait qui pourrait le faire arriver en retard à l'une de vos rencontres. » Amara sentit son estomac se nouer. « Pourquoi appelez-vous? » « Parce que quelque chose s'est passé hier, et je pense que vous devriez le savoir. Evan a refusé d'aller boire un verre avec l'équipe hier soir. Il a dit qu'il devait rester à la maison pour lire un livre qu'un petit garçon avait choisi pour lui. Les gars se sont moqués de lui, mais il s'en fichait. » Elle garda le silence. « Il a été différent ce dernier mois, » continua Luis, concentré, heureux, comme s'il avait trouvé quelque chose qu'il cherchait. « J'ai vu des hommes essayer de changer avant, Madame Cole. La plupart ne tiennent pas le coup. Mais Evan, lui, a tenu. Il était en retard hier, dit-elle. Je sais, j'ai vu le pneu. Il était en lambeaux, cela n'aurait pas pu être évité. Mais je l'ai aussi vu courir 4 pâtés de maison pour attraper ce bus, avec ses chaussures de travail. Il voulait être là. » Après que Luis eut raccroché, Amara s'assit sur son canapé et fixa le calendrier retourné. Micah construisait avec des blocs, fredonnant la même mélodie qu'il fredonnait toujours lorsqu'il était content. « Maman, » dit-il sans lever les yeux de sa tour, « on va avoir d'autres livres. »« Quels livres, mon chéri? »« Ceux que cet ami laisse au parc. J'ai aimé ces livres. » Son cœur se serra. Micah avait remarqué les livres. Il les attendait avec impatience. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. « Tu peux lui demander d'en apporter d'autres ?» Cet après-midi-là, pendant que Micah faisait la sieste, Amara appela Nadia. « Je crois que j'ai fait une erreur, » dit-elle. « Quel genre d'erreur? » « In se casse à ma mom's plan. » Elle raconta à sa sœur la crevaison, l'appel téléphonique de Luis et la façon dont Evan avait accepté sa décision sans discuter. « Une erreur ne devrait pas effacer des semaines où il a tout fait correctement, » dit Nadia après y avoir réfléchi. « Peut-être devrais-tu lui donner une autre chance. Tu penses? C'est toi qui m'as dit d'être prudente. J'ai aussi dit que je faisais confiance à ton jugement. Et mon jugement dit que cet homme s'est démené de toutes ses forces pendant plus d'1 mois. Les gens ont des crevaisons, Amara. Ce n'est pas la même chose que de choisir de disparaître. » Ce soir-là, Amara rédigea un nouveau message. Des règles plus courtes cette fois. Une période de tolérance pour les urgences avérées, des rencontres publiques uniquement, des limites de temps, des attentes claires. Si tu veux toujours essayer, voici un plan révisé. Des règles différentes cette fois. Es-tu intéressé? Elle l'envoya avec les nouvelles directives et attendit. La réponse arriva 1 heure plus tard. « Merci, j'accepte chaque mot. » Elle retourna le calendrier du bon côté et écrivit « Seconde chance » sur une nouvelle semaine.
Parfois, la chose la plus courageuse n'était pas de protéger ce que l'on avait. Parfois, c'était de risquer ce que l'on avait pour quelque chose de mieux. Le samedi après-midi les trouva au parcours de mini-golf, un terrain neutre avec beaucoup de familles autour, sûr mais amusant. Micah était terrible au golf, ce qui le faisait glousser au lieu de le frustrer. Evan le laissa gagner 2 trous en ratant des putts faciles, puis lui montra comment bien aligner un tir. « Tu vois comment la balle veut aller vers le trou ?» dit Evan, s'accroupissant derrière Micah pour guider ses mains. Il suffit de lui donner une légère impulsion dans la bonne direction. La balle de Micah roula lentement sur le green et tomba dans le trou avec un ploc satisfaisant. « J'ai réussi !» cria Micah. « Tu as vu ça ?»« J'ai vu », dit Amara, prenant une photo avec son téléphone. « Excellent travail, mon pote. » Ils jouèrent les 10 à 8 trous, avec des cornets de glace après. Evan géra le chocolat renversé par Micah avec patience, le nettoyant sans histoire, tandis que Micah bavardait sur les moulins à vent, les cascades, et si les pirates jouaient jamais au mini-golf. Alors qu'il retournait au parking, Evan sortit une petite enveloppe de sa poche. « Pour la prochaine fois, » dit-il en l'attendant à Micah, au cas où un grand resterait coincé encore. À l'intérieur se trouvait un titre de transport et un petit livre sur les transports. « Il y a toujours un autre moyen d'arriver, » dit Evan à Micah. « Parfois, il faut juste réfléchir un peu plus à la façon d'y arriver. » Over. Le message était autant pour Amara que pour son fils. Evan promettait d'être mieux préparé la prochaine fois, d'avoir des plans de secours, de ne jamais utiliser une urgence comme excuse pour les décevoir. Ce soir-là, elle marqua le nouveau calendrier. Seconde chance se déroule bien. Il apprend. Hors de sa fenêtre, le soleil se couchait derrière le parcours de mini-golf au loin. Demain serait un autre jour. Une autre chance de construire quelque chose de bien ensemble. Un pas prudent à la fois. Les 2 semaines suivantes passèrent comme un doux rêve. Evan se présenta exactement quand il avait dit qu'il le ferait. Il apportait des livres bien choisis et des réponses patientes aux questions infinies de Micah. Il aidait Amara à porter les courses sans qu'on le lui demande. Il se souvenait que Micah était allergique aux fraises et qu'Amara prenait son café avec beaucoup de crème. Petite chose, chose constante. Le genre de fiabilité qui semblait presque trop belle pour être vraie. Un mercredi soir ensoleillé, Amara se surprit à attendre avec impatience de voir Evan, au lieu de simplement tolérer sa présence. Ce changement la surprit. Quand la peur était-elle devenue de l'espoir? Quand son sourire avait-il commencé à lui sembler familier, au lieu de dangereux? Elle n'avait pas de réponse. Elle savait juste que quelque chose changeait dans son cœur, qu'elle le veuille ou non. Le dimanche apporta une invitation qui fit frissonner Amara de nervosité. « Nadia veut dîner », dit-elle à Evan lors de leur appel de suivi hebdomadaire. « Nous tous, toi, moi, Micah. Elle veut parler. Bonne conversation ou conversation qui fait peur. Avec Nadia, c'est toujours une conversation qui fait peur. Mais peut-être que cette fois, ce sera une bonne qui fait peur. » Ils se retrouvèrent dans un restaurant familial avec des chaises hautes, des crayons de couleur et un menu enfant en forme de dinosaure. Un terrain neutre où même les conversations difficiles devaient rester civilisées. Nadia arriva l'air de vouloir en découdre. Cheveux impeccables, maquillage soigné, arborant le genre de sourire qui pouvait couper le verre si l'on s'approchait trop. « Evan, » dit-elle en glissant sur la banquette en face de lui, « nous devons avoir une conversation. »« Tati, Nadia ?» Micah se jeta sur elle avec la joie pure d'un enfant de 6 ans qui n'avait pas vu sa personne préférée depuis 3 jours entiers. « Devine quoi? J'ai appris à faire voler le cerf-volant super haut. 15 base. Vissedation dose. » Vraiment? Le sourire de Nadia devint doux et sincère tandis qu'elle le serrait dans ses bras. « Raconte-moi tout. » Ils commandèrent et firent la conversation, tandis que Micah coloriait son menu dinosaure. Mais Amara sentait la vraie discussion poindre, tel un nuage d'orage. Lorsque leurs plats arrivèrent et que Micah était occupé avec ses nuggets de poulet, Nadia se pencha en avant et regarda Evan droit dans les yeux. « Pourquoi devrait-il te faire confiance alors que tu ne lui as pas fait confiance pour exister ?» demanda-t-elle doucement. La question frappa comme une gifle. Amara commença à l'interrompre, mais Evan leva une main douce. « Parce que la confiance se gagne par mon prochain choix, pas par la peur d'hier, » dit-il. « Si j'échoue à nouveau, vous me couperez les ponts. Mais si je n'échoue pas, alors peut-être qu'il aura un père qui a appris à rester. » Nadia étudia son visage un long moment. « Et si tu as peur à nouveau? Si être parent s'avère plus difficile que tu ne le pensais, alors je gère ma peur sans m'enfuir. C'est ce que la thérapie m'a appris. La peur n'a plus à contrôler mes choix.
Et si Amara décide qu'elle ne veut pas que tu sois dans leur vie de façon permanente? Et si tu n'étais qu'une chose temporaire? Evan jeta un coup d'œil à Amara, puis de nouveau à Nadia. Alors j'accepte cela et je suis reconnaissant pour le temps que j'ai eu. Je ne suis pas là pour exiger quoi que ce soit. Je suis là pour mériter tout ce qu'ils sont prêts à donner. Becomes a Stan. Nadia mangea sa salade en silence pendant 1 minute, réfléchissant. Finalement, elle hocha la tête. « Ça me va », dit-elle. La tension à table se relâcha comme l'air d'un ballon qui se dégonfle. Mika, qui avait écouté en silence en faisant semblant de colorier, leva les yeux avec soulagement. « Vous avez fini de parler qui fait peur ?» demanda-t-il. « Nous avons fini », dit Nadia, ébouriffant ses cheveux. « Tu veux venir à mon salon ce week-end pour m'aider à organiser les vernis à ongles? Evan peut venir aussi ?» Tout le monde à table se figea. La question de Mika resta suspendue dans l'air comme un pont attendant d'être traversé. « Si ta maman dit que c'est bon, » dit Nadia avec précaution. Amara regarda le visage plein d'espoir de son fils, l'expression prudente d'Evan, les yeux inquiets de sa sœur. « On verra, » dit-elle. « Peut-être. » C'était la première fois que quelqu'un suggérait qu'Evan se joigne à leurs activités familiales élargies. L'idée aurait dû l'effrayer. Au lieu de cela, cela lui sembla une autre porte s'ouvrant dans son cœur. Ce samedi-là, les 4 se retrouvèrent au salon de Nadia après les heures d'ouverture. Mika s'assit au poste de vernis à ongles, organisant les flacons par couleur tandis que les adultes nettoyaient et réorganisaient. Evan balayait les sols sans qu'on le lui demande. Nadia l'observait travailler avec les yeux perçants de quelqu'un qui avait vu trop d'hommes décevoir les femmes qu'elle aimait. « Tu es doué pour ça, » dit-elle, quand Evan eut fini de passer la serpillière dans l'arrière-salle. Le nettoyage, être présent, être utile, ne pas tout ramener à soi. Zanfaz au stade. Evan posa la serpillière dans son seau et sourit. Louis m'a appris ça. Il a dit que la meilleure façon d'aider quelqu'un est de faire attention à ce dont il a réellement besoin, pas à ce que l'on pense qu'il devrait avoir besoin. Homme intelligent, le plus intelligent. Mika apparut au coude d'Evan, tenant un flacon de vernis à ongles rose vif. Nadia dit que je peux me peindre un ongle si je veux. Tu vas t'en peindre un aussi. Me peindre l'ongle en rose? Oui, oui, pour qu'on soit assorti. Evan regarda Amara, qui haussa les épaules avec un petit sourire. Ton choix. 10 minutes plus tard, Evan et Mika avaient tous deux des petits doigts roses assortis. Mika était ravi. Evan avait l'air un peu déconcerté mais heureux. Maintenant on est des jumeaux de vernis à ongles, annonça Mika. Je crois bien, dit Evan, admirant son ongle rose vif avec une gravité appropriée. Nadia croisa le regard d'Amara et sourit. Une véritable approbation, pas seulement une tolérance protectrice. Être que cela allait marcher après tout. La semaine suivante eut lieu la journée portes ouvertes de l'école de Mika. Les parents étaient invités à voir le travail de leurs enfants et à rencontrer leurs professeurs. C'était le genre d'événement auquel Amara assistait habituellement seule, prenant des photos pour les montrer à Mika plus tard et essayant de ne pas envier les familles biparentales. Cette année, c'était différent. Quand Evan demanda s'il pouvait venir, elle se surprit à dire oui. Ils marchèrent ensemble dans les couloirs de l'école primaire, suivant l'odeur du jus de pomme et le son des rires d'enfants. Mika courut devant, impatient de leur montrer son bureau, ses dessins et le hamster de la classe qui vivait dans une cage près de la fenêtre. « C'est mon four solaire », dit Mika à sa maîtresse, Madame Patterson. « Evan m'a aidé à le construire, mais j'ai fait la plupart du travail moi-même. »« C'est merveilleux », dit Madame Patterson. « Et qui est Evan ?» Mika regarda les 2 adultes qui le suivaient. Pendant un instant, Amara retint son souffle, se demandant ce qu'il allait dire. « C'est mon. » Mika fit une pause, réfléchissant. « C'est mon ami qui connaît la science. Simple, vrai, parfait pour là où ils en étaient. » Ils regardèrent les projets artistiques, les tableaux de lecture et un tableau d'affichage rempli d'essais sur « Mon héros ». L'essai de Mika parlait des pompiers, mais il avait dessiné une image de lui-même tenant la main de 2 bonshommes allumettes, l'un avec de longs cheveux, l'autre avec des cheveux courts. « C'est ma famille », expliqua-t-il à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. « On fait voler des cerfs-volants ensemble. » Dans le couloir après, un autre parent les arrêta, quelqu'un de la classe de Mika. « Vous êtes les parents de Mika ?» demanda la femme. « Je suis la maman de Jake. Les garçons sont amis. »« Je suis sa mère, » dit Amara avec précaution. « Voici Evan. Enchanté de vous rencontrer tous les deux. » Mika parle tout le temps de voler des cerfs-volants. Jake est très jaloux. Ils eurent une conversation polie sur les rendez-vous de jeu
et les événements scolaires. La femme les traita comme n'importe quelle famille normale, et Amara réalisa que c'était ainsi qu'ils apparaissaient de l'extérieur. Une maman, un papa et leur fils. L'idée aurait dû l'effrayer. Au lieu de cela, elle la remplit d'une chaleur inattendue. Plus tard cette semaine-là, Marielle, la mère d'Evan, passa à l'appartement d'Amara à l'improviste. Elle apporta un gratin et un sourire nerveux. « J'espère que cela ne vous dérange pas, » dit-elle. « J'en faisais en plus, et j'ai pensé que vous pourriez apprécier une soirée sans cuisiner. » Elles s'assirent dans le petit salon d'Amara, tandis que Mika jouait avec des blocs à proximité. Marielle regarda les photos sur les murs, les piles de livres bien rangés, les preuves d'une bonne vie construite par des mains attentives. « Vous avez fait un magnifique travail en l'élevant, » dit Marielle doucement. « Evan me montre parfois des photos. J'espère que ça va. Mika a toujours l'air si heureux. »« Il est heureux, » dit Amara. « C'est un bon gamin. Il tient ça de vous. » Marielle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Je veux que vous sachiez, je vois le changement chez mon fils. Il est paisible maintenant, comme s'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. »« Les gens peuvent changer, » dit Amara. « Certaines personnes, pas tout le monde, mais Evan l'a fait. » Marielle fouilla dans son sac à main et en sortit une petite boîte en velours. « Je voulais vous donner ceci. C'était la bague du père d'Evan. Il m'a demandé de la garder jusqu'à ce qu'il gagne le droit de l'offrir correctement. » Le souffle d'Amara se coupa. « Madame Hart, je ne peux pas. Je ne vous demande pas de la prendre. Je vous demande de savoir qu'elle existe, qu'il pense à l'éternité, pas seulement à maintenant. » La boîte reposait entre elles sur la table basse comme une promesse attendant d'être faite. « Nous allons doucement, » dit Amara. « Bien, c'est exactement ce que vous devriez faire. Mais quand vous serez prête, si vous êtes prête, sachez que cette famille vous veut, vous deux, pour de bon. » Après le départ de Marielle, Amara fixa la petite boîte longtemps, puis elle la rangea dans le tiroir de sa chambre, à côté du calendrier où elle suivait la régularité d'Evan. Un jour peut être, mais pas encore. Il devait encore bâtir plus de confiance, accumuler plus de jours ordinaires comme des briques pour une fondation. La crise survint un jeudi soir, alors que tout semblait aller parfaitement. Amara travaillait tard au cabinet dentaire, rattrapant la paperasse d'assurance. Mika était à la garderie périscolaire et Evan devait venir le chercher à 6 heures. Ils avaient fait cette routine 3 fois auparavant sans problème. À 6h15, son téléphone sonna. Le numéro de l'école. « Madame Cole, c'est Jennifer de Sunshine Care. Mika est toujours là, et nous n'avons pas eu de nouvelles de la personne qui devait venir le chercher. » Amara sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Evan aurait dû être là il y a 15 minutes. Personne n'est venu le chercher. » Mika va bien. Mais nous avons besoin de quelqu'un ici avant 6h30 où nous devrons appeler les services sociaux. Je suis en route. Les mains d'Amara tremblaient alors qu'elle saisissait son sac à main et courait vers sa voiture. La circulation était dense et chaque feu rouge semblait une torture. Elle essaya d'appeler Evan 5 fois. Aucune réponse. Où était-il? Que s'était-il passé? Avait-il changé d'avis? Avait-il décidé qu'être père était trop difficile après tout? Elle arriva à l'école à 6h29 pile. Mika était assis dans le bureau avec une enseignante, l'air petit et confus. « Maman !» Il courut vers elle avec soulagement. « Où est Evan? Il devait venir me chercher. »« Je ne sais pas, mon chéri, mais je suis là maintenant. » Ils rentrèrent en voiture dans un silence pesant. L'esprit d'Amara parcourait toutes les possibilités. Accident de voiture, urgence au travail, crise familiale, ou la pire de toutes les possibilités, qu'Evan ait simplement fui à nouveau, laissant Mika se demander pourquoi il ne valait pas la peine qu'on reste pour lui. À la maison, elle prépara le dîner de Mika et l'aida avec ses devoirs, vérifiant son téléphone toutes les 5 minutes. Toujours pas d'appel, pas de message, pas d'explication. À 8 heures, quand Mika fut prêt à aller au lit, Amara était furieuse et terrifiée à parts égales. « Evan va bien ?» demanda Mika alors qu'elle le bordait. « Je suis sûre qu'il va bien », mentit-elle. Parfois, les adultes ont des imprévus qui les retardent. Comme quand son pneu avait crevé, peut être comme ça. Mais là, c'était différent. Un pneu crevé s'accompagnait d'une communication immédiate et de preuves visibles. Là, c'était juste une absence. Le genre de disparition qui la hantait dans ses cauchemars depuis 7 ans. Elle embrassa Mika pour lui souhaiter bonne nuit et regagna sa propre chambre, où elle fixa le téléphone, indécise entre l'inquiétude et la colère. Les deux émotions se livrèrent bataille dans sa poitrine jusqu'à la rendre malade. À 20h30,
Sa sonnette retentit. Elle regarda par le judas et vit Luis Ramos, sur son perron, le visage sombre et fatigué. Elle ouvrit la porte. « Où est-il »« À l'hôpital, » dit Luis. « Il va bien, mais il y a eu un accident sur le chantier. Une poutre est tombée et lui a pris la jambe. Il est en chirurgie depuis 3 heures. » La colère d'Amara s'évapora, remplacée par une peur vive. En chirurgie, des fractures, mais rien de permanent. Il s'en remettra. Luis sortit son téléphone. Il essayait de vous appeler, mais ils lui ont confisqué son téléphone en le ramenant. Il a donné votre numéro aux infirmières, mais l'hôpital a dû se tromper de numéro. Un chiffre en moins. Il lui montra son téléphone. Sept appels manqués d'Evan, tous partis sur la messagerie vocale car Luis était à l'hôpital. Il était fou d'inquiétude, continua Luis. Pas à propos de sa jambe, à propos de Mika, d'avoir manqué à sa parole. La première chose qu'il a dite en se réveillant de l'opération, c'est « Quelqu'un a-t-il récupéré Mika ?» Amara s'effondra sur la marche de son perron, l'adrénaline de la soirée la rattrapant enfin. Je pensais qu'il était parti. Je pensais qu'il s'était à nouveau enfui. Ce garçon ne va nulle part. Croyez-moi. J'ai dû le retenir physiquement pour l'empêcher d'essayer de quitter l'hôpital pour venir expliquer en personne. L'hôpital à 22 heures, c'était une succession de lumières crues et d'odeurs d'antiseptiques. Evan était dans la chambre 314, la jambe gauche surélevée et bandée. Son visage était pâle sous l'effet des analgésiques, mais ses yeux s'illuminèrent de soulagement en la voyant. « Amara. Oh, merci mon Dieu. Mika va bien? Vous l'avez récupéré ?» J'essayais d'appeler. « Il va bien, » dit-elle en le coupant. « Il est à la maison, endormi. Je suis tellement désolé. La poutre est tombée de nulle part, et puis tout est devenu le chaos. Mon téléphone a été écrasé, et il ne voulait pas me laisser partir. Evan. Arrête. » Elle s'assit sur la chaise près de son lit. « Luis m'a tout expliqué. J'ai rompu ma promesse. J'ai dit que je le récupérerais, et je ne l'ai pas fait. Vous étiez inconscient. Ça n'a pas d'importance. Il m'attendait et je n'étais pas là. » La douleur dans sa voix n'avait rien à voir avec sa jambe cassée. C'était la blessure plus profonde d'un homme qui savait ce que c'était d'être abandonné par un père. « Ça a de l'importance pour moi, » dit Amara doucement. « Le fait que vous soyez plus inquiet pour Mika que pour votre propre blessure me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur l'homme que vous êtes aujourd'hui. » Les yeux d'Evan s'emplirent de larmes. « J'avais tellement peur que vous pensiez que je m'étais encore enfui, que vous ne me laisseriez plus jamais l'approcher après ça. C'est ce que j'ai pensé. » Pendant environ 1 heure. Puis Luis est arrivé et j'ai réalisé que j'étais une idiote. Vous n'étiez pas une idiote. Vous protégiez votre fils de la douleur. C'est ce que font les bonnes mères. Tuesand. Indung. Paris. Paris. Tuesag. Ils restèrent un instant en silence, écoutant le bip des machines et le son lointain des infirmières faisant leur ronde. « La jambe, c'est grave ?» demanda Amara. « 2 fractures, mais nettes. Je serai avec des béquilles pendant 6 semaines, puis de la kinésithérapie. Je devrais être comme 9 pour Noël. » « Bien. » Elle marqua une pause. « Mika voudra vous rendre visite. » Il était inquiet. « Vous le laisseriez venir ici ?»« Evan, vous vous êtes blessé en faisant votre travail. Vous n'avez pas disparu ou choisi autre chose que lui. Il y a une grande différence. » Ose. Picaste Files in Dustaf. Center. Picaste Ose. Le soulagement sur son visage était si profond qu'il lui serra la poitrine. Il avait été sincèrement terrifié que cet accident mette fin à tout ce qu'ils avaient construit ensemble. « Merci, » murmura-t-il, « de comprendre, de me laisser le bénéfice du doute. C'est ce que font les gens qui se font confiance. » Le mot resta en suspens entre eux. Confiance. Une vraie confiance, pas seulement un espoir prudent. Ils avaient franchi une étape ce soir-là. Non pas à cause de grands gestes ou de déclarations dramatiques, mais parce qu'en cas de crise, ils avaient tous deux choisi de croire le meilleur l'un de l'autre plutôt que le pire. Les 3 semaines suivantes s'écoulèrent selon un nouveau rythme étrange. Evan ne pouvait pas conduire avec sa jambe dans le plâtre, alors Amara venait le chercher pour leurs sorties régulières. Il se déplaçait plus lentement mais avec la même patience tranquille. Il laissa Mika signer son plâtre avec un marqueur vert vif et lui apprit à jouer à des jeux de cartes qui ne nécessitait pas de courir partout. « Ça fait mal ?» demanda Mika un après-midi alors qu'ils étaient assis à la table de cuisine d'Amara, jouant à la pêche. « Un peu, mais ça va mieux chaque jour. Je suis content que tu ailles bien. J'ai eu peur quand tu n'es pas venu à l'école. J'ai eu peur aussi. Non pas d'être blessé, mais que tu penses que je t'avais oublié. » Mika réfléchit sérieusement à cela.
Je savais que tu n'avais pas oublié. Maman a dit que parfois de mauvaises choses arrivent, mais ça ne veut pas dire que les gens ne t'aiment pas. » Les yeux d'Evan rencontrèrent ceux d'Amara de l'autre côté de la table. Amour. Le mot dansait autour de leur conversation depuis des semaines, mais aucun d'eux ne l'avait encore prononcé à voix haute. « Ta maman est très intelligente, » dit Evan. « Je sais, » répondit Micah avec assurance. « Tu as des 7 ? Pioche. » Amara les regarda jouer et sentit quelque chose s'apaiser dans sa poitrine. C'était à cela que ressemblait une famille, pas parfaite, pas sans défis, mais réelle, stable et bonne. Le samedi après-midi, pendant qu'Evan faisait la sieste sur son canapé, la jambe surélevée, Amara et Nadia étaient assises à la table de la cuisine avec du café et la difficile conversation qu'elles avaient évitée. « Alors que se passe-t-il maintenant » demanda Nadia. « Il est ici presque tous les jours depuis 3 semaines. » Micah demande après lui quand il n'est pas là. « Tu souris différemment quand tu parles de lui. » « Je ne souris pas différemment. »« Si, absolument. Tu souris différemment. Comme si tu te souvenais de ce que ça fait d'être heureuse au lieu de juste être contente. » Amara remua son café et considéra les mots de sa sœur. C'était vrai. Les murs prudents qu'elle avait construits autour de son cœur s'étaient lentement effondrés, brique par brique. « Je crois que je l'aime, » dit-elle doucement. « Tous les deux. L'homme qu'il est maintenant et l'homme qu'il devient. Et ça t'effraie. Ça me terrifie. Bien. Si ça ne t'effrayait pas, ce ne serait pas réel. » Elles restèrent dans un silence confortable, écoutant le doux bavardage de Micah depuis le salon où il construisait quelque chose d'élaboré avec des blocs près de la forme endormie d'Evan. « Il veut parler à Micah de l'idée d'être son père, » dit Amara. « Pas juste Evan. Papa, qu'en penses-tu? » « Je pense que Micah a attendu toute sa vie que quelqu'un veuille ce titre, et je pense qu'Evan a attendu toute sa vie pour en être digne. Alors qu'est-ce qui t'arrête? » Amara n'avait pas de bonne réponse. La peur, peut être, de vieilles habitudes de protection, la partie d'elle-même qui ne pouvait toujours pas croire que c'était réel et durable, mais en voyant Micah placer délicatement une couverture sur les épaules d'Evan, elle réalisa que l'amour ne consistait pas à être certaine. Il s'agissait d'être assez courageuse pour choisir la confiance, même quand le résultat n'était pas garanti. « Rien ne m'arrête, » dit-elle. « Je rassemble juste mon courage. » Nadia tendit la main à travers la table et lui serra la main. « Prends ton temps, mais pas trop. Cet homme a été patient, mais il a aussi attendu 7 ans pour être le père de Micah. Ne le fais pas attendre éternellement. » Le dimanche soir apporta la conversation qu'Amara redoutait et anticipait. Le plâtre d'Evan était retiré, sa jambe guérissait bien, et il s'était installé dans une routine qui ressemblait moins à un test et plus à la vie. Ils étaient assis sur son perron pendant que Micah jouait dans le petit jardin, poursuivant les lucioles alors que le soleil se couchait derrière les arbres. « Je veux parler de ce que nous faisons ici, » dit Amara. Le visage d'Evan devint prudemment neutre. « D'accord. Pas des règles ou des horaires. De la chose plus grande. Ce que nous sommes, ce que nous devenons. Que pensez-vous que nous devenons ?» Elle regarda Micah attraper une luciole dans ses mains en coupe, puis les ouvrir pour la regarder clignoter et s'envoler. « Une famille, » dit-elle. « Pas le genre avec lequel nous avons commencé, mais le genre que nous choisissons de construire. C'est ce que vous voulez? Je veux que Micah ait un père qui est présent. Je veux avoir un partenaire qui reste quand les choses deviennent difficiles. Je veux croire à nouveau en l'Éternel. Et vous y croyez? À l'Éternel ?» Elle se tourna pour le regarder directement. Son visage était ouvert, plein d'espoir et un peu effrayé. « Avec vous? Oui, je crois que oui. Vemos-y. Free the Ristongs. Free the Ristongs. Free the Ristongs. » Le sourire qui se répandit sur ses traits était comme un lever de soleil, pur, chaleureux et nouveau. « Il y a quelque chose que je dois demander à Micah, » dit-il, « à propos de la façon dont il veut m'appeler, à propos de savoir s'il est prêt pour que je sois officiellement son père. Je sais, il est prêt. Il était prêt depuis ce premier jour au centre commercial. Et vous? Êtes-vous prête? » Amara pensa à la bague dans son tiroir de chambre, au calendrier sur son réfrigérateur rempli de coches et de petites victoires, à la façon dont le visage de Micah s'illuminait quand Evan entrait dans la pièce, à la façon dont son cœur avait enfin appris à espérer à nouveau. « Demandez-moi demain, » dit-elle, après avoir parlé à Micah. « C'est un oui? C'est un peu, être qui ressemble de plus en plus à un oui chaque jour. » Evan tendit la main et elle le laissa la prendre. Ils restèrent dans un silence confortable, regardant leur fils courir après la lumière dans le crépuscule grandissant.
Et Amara pensa à la façon dont parfois les meilleures choses ne venaient pas de plans parfaits, mais du courage de continuer à construire quelque chose de bon, un jour à la fois. Demain, ils auraient la conversation qui changerait tout. Ce soir, ils n'étaient qu'une femme, un homme et un petit garçon qui s'étaient retrouvés, apprenant à être une famille dans le doux espace entre le coucher du soleil et les étoiles. Le lundi matin arriva avec la lumière dorée du soleil qui inondait les fenêtres de la cuisine d'Amara. Elle prépara le café et regarda Mika manger ses céréales, essayant de ne pas laisser transparaître son énergie nerveuse. C'était le jour où Evan demanderait à Mika s'il voulait qu'il soit son père, vraiment, officiellement pour toujours. « Evan vient aujourd'hui ?» demanda Mika, entre deux bouchées de céréales. « Après l'école. Il veut te parler de quelque chose d'important. Important et bien, ou important et effrayant? Important et bien, mais très important aussi. » Mika hocha la tête sérieusement. À 6 ans, il comprenait que certaines conversations changeaient tout. « Maman? Oui, mon chéri, je sais déjà ce qu'il veut me demander. Ignes, sina speak over ovestinda. » La cuillère d'Amara s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Vraiment? Il veut savoir s'il peut être mon père. Pas juste Evan, mon vrai papa. Comment sais-tu ça ?» Mika haussa les épaules avec la sagesse pleine de bon sens de l'enfance. « Parce qu'il agit comme un papa. Il répare des choses et m'apprend des trucs et s'inquiète pour moi quand je suis triste. C'est ce que font les papas, non? C'est exactement ce que font les papas. Alors quand il me demandera, je dirai oui. C'est d'accord ?» Achinstantus protens. La poitrine d'Amara se remplit d'un tel amour et d'une telle fierté qu'elle pouvait à peine respirer. Son fils, qui n'avait jamais eu de figure paternelle, savait d'une manière ou d'une autre exactement à quoi ressemblait une bonne éducation lorsqu'il la voyait. « C'est tout à fait d'accord, » dit-elle doucement. « C'est la chose la plus juste au monde. » Evan arriva à 15h30, juste au moment où Amara rentrait du travail. Il avait l'air nerveux mais déterminé, portant un petit paquet emballé sous le bras. « C'est pour moi ?» demanda Mika, sautillant d'excitation. « Oui, mais d'abord, nous devons avoir cette conversation dont j'ai parlé. » Ils s'assirent dans le salon, Evan et Mika sur le canapé, Amara dans le fauteuil à proximité. La lumière de l'après-midi rendait tout doré et important. « Mika, » commença Evan, sa voix douce mais sérieuse, « je veux te demander quelque chose, et je veux que tu saches qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu peux prendre tout le temps dont tu as besoin pour y réfléchir. D'accord? J'ai beaucoup réfléchi aux familles et à ce qu'elles signifient, à la façon dont certaines familles commencent d'une manière et d'autres d'une autre. Et j'ai beaucoup réfléchi à l'importance que vous avez pour moi, toi et ta maman. » Mika écouta avec l'attention complète qu'il réservait habituellement aux documentaires sur les dinosaures. « Je sais que je n'étais pas là quand tu étais petit, » continua Evan. « J'ai fait de mauvais choix que je ne peux pas défaire, mais je suis là maintenant, et je veux être là pour tout ce qui va suivre, les pièces de théâtre à l'école et les matchs de football, et t'apprendre à conduire un jour. Tout. Inda's free. I might hein. Comme un papa le ferait, exactement comme un papa le ferait. Ce qui m'amène à ma question. » Evan prit une profonde inspiration. « Voudrais-tu que je sois ton papa, pas seulement Evan qui traîne parfois avec toi, mais ton vrai papa, qui t'aimera pour toujours ?» Mika resta silencieux un instant, réfléchissant avec le sérieux que cela méritait. Puis son visage s'épanouit dans le plus grand sourire qu'Amara ait jamais vu. « Oui, » dit-il fermement. « J'aimerais beaucoup. Tu es sûr? C'est une grande décision. Je suis sûr. Tu me donnes déjà l'impression d'être mon papa. Maintenant, ce serait juste officiel. » Les yeux d'Evan s'emplirent de larmes. Il serra Mika dans ses bras, soulevant le petit garçon du canapé. « Merci, » murmura Evan. « Merci de me donner la chance d'être ton papa. Merci de vouloir être mon papa, » dit Mika contre son épaule. Amara regarda de son fauteuil et pleura des larmes de joie qu'elle n'essaya pas de cacher. C'était le moment qu'elle avait espéré et craint à parts égales. Le moment où son fils choisissait son père et où son père le choisissait en retour. « Je peux ouvrir mon cadeau maintenant ?» demanda Mika quand ils se lâchèrent enfin. « Absolument. » À l'intérieur du paquet se trouvait un petit album photo. Sur la couverture, Evan avait écrit « Papa et Mika, notre histoire commence maintenant. » La première page contenait la photo de la plage avec Mika endormie sur la poitrine d'Evan. Les autres pages étaient vierges, attendant d'être remplies. « Nous le remplirons ensemble, » dit Evan. « Toutes les aventures que nous allons vivre. On peut commencer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu avais en tête? On peut aller faire voler le cerf-volant? »
Et maman peut prendre des photos? Evan regarda Amara, qui hocha la tête à travers ses larmes. Oui, dit Evan, nous pouvons certainement faire ça. 1 heure plus tard, ils étaient au parc du bord de mer où tout avait commencé. Le même endroit où ils avaient partagé leur premier vrai moment en famille toutes ces semaines auparavant. Le cerf-volant rouge dansait contre le ciel bleu, et Mika courait en rond, tenant la ficelle avec une joie pure. « Plus haut, papa !» cria-t-il. « Fais-le monter plus haut, papa !» Le mot venait si naturellement que c'était comme s'il l'avait dit depuis toujours. Amara était assise sur leur couverture, prenant des photos pendant qu'Evan et Mika travaillaient ensemble pour attraper le vent. Quand ils eurent enfin le cerf-volant stable et haut, tous deux s'effondrèrent sur le sable, essoufflés et riant. « C'était génial !» annonça Mika. « Être ton enfant va être super. Être ton père est déjà génial !» dit Evan. Ils passèrent l'après-midi à construire des châteaux de sable, à ramasser des coquillages et à manger des glaces qui coulaient sur leurs doigts. Des activités familiales normales qui semblaient extraordinaires parce qu'ils étaient enfin officiellement une famille. Alors que le soleil commençait à se coucher, Mika se blottit entre eux sur la couverture, fatigué, ensablé et parfaitement content. « C'est le meilleur jour de tous les temps, » dit-il d'une voix endormie. « C'est vrai, » acquiesça Amara. Evan fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte de velours, la même que sa mère lui avait montrée des semaines auparavant. « Il y a encore une chose, » dit-il doucement. Le cœur d'Amara s'arrêta. Elle savait que cela allait arriver, mais savoir et être prête étaient 2 choses différentes. « Amara Cole, » dit Evan, sa voix stable malgré la nervosité dans ses yeux. « Il y a 7 ans, j'étais trop effrayé pour être l'homme que vous méritiez. Mais chaque jour depuis, j'ai tout fait pour devenir quelqu'un digne de vous et de Mika. » Micah s'assit, soudain très éveillé. « Tu demandes à maman de t'épouser? »« Oui, si elle veut de moi. »« Tu veux de lui, maman ?» Amara regarda le visage plein d'espoir de son fils, puis celui patient d'Evan. 2 personnes qui lui avaient appris à faire confiance à nouveau, à espérer à nouveau, à croire en l'Éternel. « Oui, » dit-elle simplement, « je le veux. » Evan ouvrit la boîte pour révéler une bague simple et magnifique. Rien de tape à l'œil ou de compliqué, juste une promesse concrétisée. « Il ne s'agit pas de rattraper le temps perdu, » dit-il en la glissant à son doigt. « Il s'agit de tout le temps qu'il nous reste, tous les jours ordinaires et les moments extraordinaires que nous allons partager. »« Je t'aime, » dit Amara, et le pensait de toutes les cellules de son corps. « Je t'aime aussi, tous les deux, pour toujours. » Mika leur jeta les bras autour à tous les deux dans un câlin de groupe qui les fit tomber sur la couverture. Ils restèrent là, riant dans le sable, tandis que le cerf-volant continuait de voler au-dessus de leur tête, stable et lumineux contre le ciel assombrissant. 3 mois plus tard, par un samedi matin clair de décembre, Amara se réveilla au son des voix dans la cuisine. Le murmure grave d'Evan et le bavardage excité de Mika, mêlés à l'odeur des crêpes et du café. Elle enfila sa robe de chambre et se dirigea vers la cuisine, où elle trouva ses garçons, son mari et son fils couverts de farine et essayant de retourner des crêpes définitivement trop grandes pour la poêle. « Bonjour, ma belle, » dit Evan, en l'embrassant sur la joue. « Nous préparons le petit déjeuner. Je vois ça. Comment ça se passe? » Les 3 premières étaient des catastrophes, rapporta Mika joyeusement. Mais celle-ci semble pouvoir être une vraie crêpe. « Du progrès, » dit Amara solennellement. Ils étaient mariés depuis 6 semaines maintenant. Une petite cérémonie au parc du bord de mer, avec juste la famille et les amis proches. Mika avait été le témoin d'Evan et avait pris son rôle très au sérieux, tenant les alliances et s'assurant que tout le monde savait que c'était le plus beau mariage de tous les temps. Leur vie ensemble était merveilleusement ordinaire. Des matins comme celui-ci, avec du sirop collant, des bandes dessinées et des discussions pour savoir si les dessins animés de super-héros étaient appropriés pour le petit déjeuner. Les récupérations à l'école et les courses, et les histoires du soir lues avec 3 voix différentes. Evan avait emménagé dans l'appartement, et il cherchait une maison avec un jardin assez grand pour une balançoire. Un endroit où Mika pourrait inviter ses amis et où il pourrait organiser des dîners de fête et construire le genre de souvenirs qui durent des générations. « Papa, la crêpe brûle, » dit Mika. « C'est ça, gestion de crise. » Evan retourna la crêpe avec plus d'enthousiasme que d'habileté, l'envoyant voler à travers la cuisine. « Je crois que nous avons besoin de renfort, » dit Amara en riant. « Pas question, » dit Evan. « On gère, n'est-ce pas, mon pote? »« C'est ça, » acquiesça Mika. « Nous sommes des experts en crêpes maintenant. » Ils n'étaient pas des experts en crêpes,
Mais ils étaient experts en quelque chose de plus important. Ils étaient experts pour être là l'un pour l'autre, pour choisir l'amour plutôt que la peur, pour construire quelque chose de bon ensemble, un jour à la fois. Plus tard ce matin-là, tandis qu'Evan et Mika tentaient de nettoyer leur désastre de farine, le téléphone d'Amara sonna. C'était Nadia. « Comment est la vie conjugale » demanda sa sœur. « Désordonnée » dit Amara, regardant Evan essayer de balayer la farine avec un torchon, tandis que Mika aidait en la répandant plus uniformément. « Parfaite. Bien. C'est ce que ça devrait être. Comment ça va avec toi ? Bien. Occupé. Oh, et j'ai une nouvelle. Tu te souviens du gars que j'ai rencontré à ton mariage, le neveu de Louis, le mignon qui n'arrêtait pas de te demander de danser ? C'est ça. On sort ensemble vendredi prochain. Nadia, c'est merveilleux. Ne t'emballe pas trop. C'est juste un dîner. Mais il a l'air sympa. Et après vous avoir vu, toi et Evan, je me dis que je suis peu. Être prête à faire confiance à nouveau. Après avoir raccroché, Amara pensa à la façon dont l'amour se répandait. Comment la guérison d'une famille pouvait donner de l'espoir à d'autres personnes. Comment le courage était parfois contagieux. « Maman, viens voir !» appela Mika de la cuisine. « On t'a préparé quelque chose. » Elle retourna et trouva une crêpe parfaitement ronde avec des myrtilles arrangées en forme de visage souriant. « C'est magnifique, » dit-elle, et le pensait sincèrement. « Papa m'a montré comment faire les yeux bien ronds, » dit Mika fièrement. « Ton papa est plutôt intelligent. »« Oui, il l'est, et il devient vraiment bon en tant que mon papa. »« Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Mika y réfléchit sérieusement. « Parce que quand j'étais triste à cause du test de dictée hier, il n'a pas essayé de régler le problème. Il s'est juste assis avec moi jusqu'à ce que je me sente mieux. C'est ce que font les bons papas. » Amara rencontra les yeux d'Evan par-dessus la tête de Mika. Il avait appris non seulement à rester, mais à aimer, à être présent sans essayer de tout contrôler, à laisser les gens ressentir leurs émotions tout en offrant du réconfort au lieu de solutions. « Tu as raison, » dit-elle. « C'est exactement ce que font les bons papas. » Cet après-midi-là, ils se rendirent une dernière fois au parc du bord de mer, le même endroit où leur histoire avait vraiment commencé, là où la confiance s'était reconstruite, une conversation à la fois. L'air de décembre était vif mais pas froid, et la plage était presque déserte, parfait pour faire voler des cerfs-volants sans craindre de heurter d'autres familles. Ils avaient apporté le même cerf-volant rouge que le premier jour. Il était un peu usé maintenant, la queue légèrement effilochée par des mois d'aventure, mais il volait toujours droit et stable. « Je peux tenir la ficelle tout seul ?» demanda Mika, tandis qu'il s'efforçait de faire monter le cerf-volant dans le vent. « Bien sûr, » dit Evan, « mais tenons-le tous ensemble d'abord. » Comme au début, tous les trois se tenaient, les mains sur la ficelle du cerf-volant, sentant la traction du vent et le poids de tout ce qu'ils avaient bâti ensemble. Amara regarda son mari et son fils et pensa à la diversité des formes que prenaient les familles. Comment les meilleures n'étaient pas nécessairement celles qui commençaient parfaitement, mais celles qui choisissaient de continuer à grandir ensemble. « Prêt ?» demanda Evan. « Prêt » dit Mika. Ils déroulèrent plus de fil, et le cerf-volant monta plus haut dans le ciel bleu de décembre, stable, lumineux et libre. « Regarde comme il monte haut !» s'exclama Mika en riant, courant quelques pas pour maintenir la tension. « C'est parce que nous travaillons tous ensemble, » dit Amara. « Comme une équipe, » acquiesça Mika. « Comme une famille, » ajouta Evan. Ils firent voler le cerf-volant jusqu'au coucher du soleil, se relayant pour tenir la ficelle et apprendre à Mika comment lire le vent. Quand il fut temps de partir, ils le ramenèrent ensemble, chaque main effleurant les autres sur la ficelle. Tandis qu'ils retournaient à la voiture, Mika sautillait en avant, le cerf-volant calé sous le bras comme un bien précieux. « Merci, » dit Evan doucement à Amara. « De quoi ? De m'avoir donné une seconde chance, de croire que je pouvais changer, de me laisser être son père. Merci d'être devenu quelqu'un en qui on peut croire. Le regrettes-tu jamais, d'avoir pris ce risque ?» Amara pensa à toutes les façons dont cela aurait pu mal tourner, toutes les peurs qu'elle avait surmontées et toutes les barrières qu'elle avait fait tomber, tous les moments ordinaires qui s'étaient additionnés pour créer quelque chose d'extraordinaire. « Jamais, » dit-elle fermement, « pas une seule seconde. » Ils atteignirent la voiture juste au moment où la dernière lumière s'estompait du ciel. Mika grimpa dans son siège auto, babillant à propos de la prochaine fois où il pourrait revenir faire voler le cerf-volant. Evan chargea leurs affaires dans le coffre, tandis qu'Amara attachait Mika. « Papa » dit Mika alors qu'Evan démarrait la voiture. « Oui, mon grand ?»
Je suis content que tu sois revenu. Je suis content que tu m'aies laissé faire. Je suis content que nous soyons une famille maintenant. Moi aussi, mon trésor. Moi aussi. » Tandis qu'ils rentraient chez eux dans les rues calmes, Amara observa les lumières des maisons qu'ils dépassaient. D'autres familles s'installant pour la soirée. D'autres personnes choisissant l'amour et la confiance, et le travail quotidien de bâtir quelque chose de bon ensemble. Leur propre maison était petite et imparfaite, mais elle était remplie de rires, de livres et de cette magie ordinaire qui faisait qu'un endroit se sentait comme un foyer. Demain, il y aurait encore des crêpes à brûler, des devoirs à aider et des histoires à lire au coucher. Plus de jours ordinaires dans leur vie magnifiquement imparfaite. Mais ce soir, ils n'étaient qu'une femme, un homme et un petit garçon qui s'étaient retrouvés, qui avaient appris que l'amour n'était pas fait de débuts parfaits, mais du courage de continuer à se choisir, un jour à la fois. Le cerf-volant était en sécurité dans le coffre, attendant leur prochaine aventure, et devant eux s'étendaient tous les jours qu'ils passeraient à apprendre à être une famille, non pas la famille qu'ils avaient été au départ, mais la famille qu'ils avaient choisi de devenir. Dans le rétroviseur, la plage disparut derrière eux, mais la promesse qu'ils y avaient faite de se montrer présents, de rester, de s'aimer à travers les jours ordinaires et les défis extraordinaires, cette promesse durerait pour toujours. Certaines histoires se terminaient par de grands gestes et des déclarations dramatiques. Celle-ci se terminait par la certitude tranquille de 3 mains sur une ficelle de cerf-volant, tenant fermement contre le vent, volant droit et lumineux ensemble vers la maison. Épilogue. 1 an plus tard, Amara se tenait dans la cuisine de leur nouvelle maison, regardant par la fenêtre Evan apprendre à Mika à faire du vélo dans leur jardin. Les petites roues étaient tombées ce matin-là, et père et fils étaient déterminés à maîtriser cette étape avant le dîner. « Je te tiens !» cria Evan, courant à côté du vélo chancelant. « Tu te débrouilles super bien. Ne lâche pas !» cria Mika en retour, partagé entre la terreur et l'excitation. « Je ne lâcherai pas tant que tu ne seras pas prêt. » Amara sourit en finissant de préparer la limonade pour la pause inévitable dont ils auraient besoin. La maison autour d'elle était encore principalement faite de cartons et de tableaux à moitié accrochés, mais elle se sentait déjà comme un foyer. 3 chambres, une grande cuisine et un jardin parfait pour faire voler des cerfs-volants. Sur le réfrigérateur, maintenu par des aimants en forme de dinosaure, se trouvait la dernière photo de classe de Mika. Son sourire aux dents de lait manquantes était identique à celui d'Evan, et ses yeux pétillaient de la confiance d'un enfant qui savait qu'il était profondément aimé par ses 2 parents. À côté de la photo se trouvait leur photo de mariage prise sur la plage, tous les 3 riant dans le sable, le cerf-volant rouge, visible en arrière-plan. Elle avait été encadrée et avait reçu une place d'honneur dans leur nouvelle maison. « Maman !» La voix de Mika traversa la fenêtre ouverte. « Viens voir, j'ai roulé tout seul. » Elle regarda dehors et vit Mika pédaler en cercle légèrement chancelant, tandis qu'Evan l'acclamait depuis la touche. Le visage de son fils était pure joie, et l'expression de son mari n'était que fierté et amour. « C'est incroyable, mon chéri !» cria-t-elle en retour. « Continue de t'entraîner. » Son téléphone vibra avec un SMS de Nadia, qui sortait maintenant officiellement avec le neveu de Louis, et n'avait jamais été aussi heureuse. « Comment est la nouvelle maison ?»« Un chaos parfait, » répondit Amara en tapant. « Un foyer. Bien. C'est ce que ça doit être. » Elle posa son téléphone de côté et apporta la limonade à ses garçons, sa famille, celle qu'ils avaient bâtie ensemble grâce à la patience, la confiance et le choix quotidien de bien s'aimer. « Papa, regarde ça !» cria Mika, tentant un virage bien trop ambitieux pour son niveau. « Attention, mon bonhomme !» dit Evan, mais il riait en se déplaçant pour parer la chute inévitable. Amara posa la limonade sur leur nouvelle table de jardin et regarda son mari rattraper leur fils juste avant une chute spectaculaire. Tous 2 éclatèrent de rire, et elle réalisa que cela, ce moment ordinaire de protection, de rire et d'amour, était tout ce qu'elle avait toujours voulu. 7 ans auparavant, Evan était parti de sa vie par peur. Aujourd'hui, il était là pour rattraper leur fils quand il tombait. La différence entre ces 2 moments était la distance d'une vie de croissance et la preuve que les gens pouvaient vraiment changer s'ils le désiraient assez fort. « Pause limonade ?» appela-t-elle. « Oui, s'il te plaît, » dit Mika, abandonnant son vélo et courant vers elle, les bras grands ouverts. « Tu m'as vu rouler tout seul ?»« J'ai tout vu, » dit-elle en le serrant dans ses bras. « Tu étais incroyable. Papa dit que demain on pourra s'entraîner à rouler jusqu'au bout de la rue. Ça me semble être un bon plan. » Evan s'approcha
et passa ses bras autour d'eux deux. Un parfait sandwich familial, collant de l'été et doux de possibilités. « Merci », murmura-t-il contre le sommet de la tête d'Amara. « De quoi cette fois? De tout cela, tout. De croire aux secondes chances et de bâtir quelque chose de beau avec moi. Merci d'être devenu quelqu'un en qui on peut croire. »« Encore ?» demanda Mika, les regardant avec une exaspération exagérée. « Vous vous remerciez toujours. Nous sommes une famille. C'est ce que font les familles. » Il avait raison, bien sûr. Avec la sagesse qui sortait parfois de la bouche des enfants de 7 ans, il avait résumé tout ce qu'ils avaient appris. Les familles se montraient présentes. Les familles restaient. Les familles choisissaient l'amour plutôt que la peur, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne aussi naturel que respirer. Ce soir-là, après le dîner, les bains et les histoires, Amara borda Mika dans sa nouvelle chambre. Les murs étaient recouverts d'étoiles phosphorescentes qu'Evan avait passé 1 heure à disposer, soigneusement, en véritable constellation. « J'aime notre nouvelle maison », dit Mika d'une voix endormie. « Je suis contente. Qu'est-ce que tu préfères? Il y a de la place pour nous tous. Et la cuisine est assez grande pour que quand papa brûle les crêpes, la fumée ne déclenche pas l'alarme incendie. » Amara rit. « Ce sont des considérations très pratiques. Et la fenêtre de ma chambre donne sur le jardin pour que je puisse voir l'arbre où on va accrocher une balançoire pneu. »« Papa t'a promis une balançoire pneu? » ?»« Oui, ce week-end. Et il tient toujours ses promesses maintenant. »« Oui, » pensa Amara, en embrassant son front. « Il tient toujours ses promesses maintenant. » Elle éteignit la lumière et alla rejoindre Evan sur leur porche arrière. Il était assis sur les marches, regardant les vraies étoiles qui correspondaient à celles qu'ils avaient mises au plafond de leur fils. « À quoi penses-tu » dit-elle en s'installant à côté de lui. « Je pensais juste à quel point les choses sont différentes maintenant. À quel point je suis différent. Différemment en bien, le mieux différent. Il y a 1 an, j'étais juste un gars qui venait faire voler des cerfs-volants parfois. Maintenant, je suis un mari et un père, et je me lève chaque jour en sachant que j'appartiens à quelque part. Tu as toujours appartenu à nous. Il a juste fallu du temps à nous tous pour le comprendre. » Ils restèrent dans un silence confortable, écoutant les bruits de leur quartier qui s'installait pour la nuit. Quelque part dans la rue, un chien aboya. Une porte moustiquaire claqua. Les sons ordinaires de vies ordinaires, vécus avec un amour ordinaire. « Evan? Oui, je suis fier de toi. Pas seulement d'avoir changé, mais d'avoir fait le travail pour le rester, pour nous choisir chaque jour. Te choisir est la chose la plus facile que j'ai jamais faite. C'est tout le reste qui demande du travail. Comment Barina? Mais tu fais le travail. Je fais le travail. » Au-dessus d'eux, les étoiles tournaient dans leurs anciens motifs, les mêmes constellations qui avaient veillé sur les familles pendant des milliers d'années, les mêmes étoiles qui brilleraient un jour sur les enfants de leurs fils et sur les enfants de leurs enfants, portant en avant l'amour qui avait été reconstruit ici, dans ce lieu, entre ces personnes, un choix à la fois. « On rentre ?» demanda Amara alors que l'air se rafraîchissait. « Dans 1 minute. Je veux juste regarder ça un peu plus longtemps. »« Quoi ? Tout. La maison, le jardin où notre fils apprend à être courageux, la vie que nous avons bâtie ensemble. Je veux me souvenir de ce que ça fait d'avoir tout ce que je n'aurais jamais cru mériter. »« Tu le mérites, » dit-elle fermement. « Tu l'as amplement mérité. » Nous tous. Ils finirent par rentrer, éteignant les lumières et vérifiant les serrures, faisant toutes les choses ordinaires que les familles ordinaires faisaient à la fin des jours ordinaires. Mais alors qu'ils s'endormaient dans leur nouvelle chambre, avec le son de la respiration paisible de leur fils qui flottait dans le couloir, Amara savait qu'il n'y avait rien d'ordinaire dans l'amour pour lequel ils s'étaient battus et qu'ils avaient gagné. Certaines histoires d'amour commençaient par des coups de foudre et de grands gestes romantiques. La leur avait commencé avec un petit garçon qui rendait des clés perdues et appelait un inconnu « papa » au milieu d'un centre commercial bondé. C'était une histoire d'amour bâtie sur de petits choix quotidiens, des actions constantes et l'idée révolutionnaire que les gens pouvaient changer s'ils le désiraient assez fort. C'était une histoire d'amour sur les secondes chances et le courage de faire confiance à nouveau. Mais surtout, c'était une histoire d'amour à propos de 3 personnes qui s'étaient trouvées et avaient décidé de continuer à se choisir, chaque jour, pour tous les jours à venir. Dans ses rêves cette nuit-là, Amara faisait voler un cerf-volant rouge avec sa famille, sous un ciel rempli d'étoiles et de possibilités infinies. Le cerf-volant s'élevait droit et stable, porté par 3 mains travaillant ensemble, atteignant toujours la lumière.